Voilà, merci à tous de nous avoir rejoints pour cette nouvelle table ronde qu'on va maintenant démarrer. Éduqués par nos tablettes. À chaque génération, ses nouveaux défis éducatifs, et l'un des nôtres est incontestablement de parvenir à gérer les écrans dans la vie de nos enfants. Alors on cherche à tâtons la meilleure manière d'intégrer ces outils dans les apprentissages, dans les loisirs de nos enfants, tout en préservant leur capacité, ou en tout cas en essayant de le faire, leur capacité à interagir avec les autres, à s'émerveiller de la nature, à développer leur fibre artistique, toute chose que l'usage des écrans semble empêcher, ou en tout cas, quand le temps passé à les utiliser devient trop important. Guide dans le brouillard, un livre, celui de Serge Tisseron, que nous recevrons samedi soir sur un tout autre sujet, et qui s'intitule 36912, Apprivoiser les écrans et grandir. C'est une lecture qui donne des pistes, des indications concrètes même, pour savoir ce que l'on doit faire, ou en tout cas ce que l'on doit essayer de faire, et ce qui est préconisé comme bon usage des écrans. Mais si les écrans sont souvent la bête noire des parents, il y a des professionnels de l'éducation qui parviennent à en faire des outils performants et novateurs d'accès à la connaissance. Donc, entre prévention et apport du numérique, nous allons aujourd'hui pouvoir avoir une belle discussion avec nos différents experts. Parmi eux, Sarah Sananès, qui est pédopsychiatre responsable de l'unité de soins parents-bébés à l'EPSAN, Marc Nice, qui est le conseiller pour le numérique éducatif de la rectrice de l'Académie de Strasbourg et qui a été enseignant puis inspecteur d'académie et pilote aujourd'hui la politique numérique de l'Académie de Strasbourg. Également Guy Heitz, qui a été tour à tour enseignant, formateur d'enseignants, puis chef d'établissement, actuellement du Collège Saint-Étienne à Strasbourg. Et pour démarrer, un philosophe, Lev Frankel, qui est professeur de philosophie en lycée et en licence. Et Lev Frankel a créé une chaîne YouTube où il met en ligne des vidéos dans lesquelles on peut dire que le contenu des cours de philo est tout à fait autre que celui qu'on a pu avoir l'habitude de voir. Alors nous vous écoutons pour commencer par les lumières du philosophe et du chercheur en psychanalyse que vous êtes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélien, Benoîlid et Maud Nizan pour cette invitation. Et j'ai la lourde tâche de commencer. Alors je vais essayer de poser un petit peu le problème, en bon prof de philo. Et je vais peut-être parler un petit peu de mon expérience d'enseignant et éventuellement aussi de mon expérience de créateur de contenu sur YouTube depuis quelques mois. Alors je vais partir, en fait la question des tablettes, on peut croire que c'est une question totalement nouvelle, actuelle, et ce que je vais essayer de montrer, c'est que finalement c'est une question qui se posait déjà, les questions qui sont posées par les tablettes aujourd'hui dans l'enseignement, c'est des questions que se posait déjà Platon il y a presque 25 siècles. Alors ça peut paraître un petit peu étrange, mais je vais expliquer pourquoi. Il me semble que cette question des tablettes, alors bon, j'ai un ami un jour qui m'a dit tiens, mais il faudrait peut-être remplacer tous les enseignants par des vidéos. Et puis comme ça, on aurait les meilleurs profs dans chaque domaine, et puis on pourrait se passer des enseignants. Alors c'est une question, je crois, qui peut faire sourire, mais qui... Je pense qu'il y aura des arguments et je pense qu'on pourrait nous vendre ça de manière assez forte. Ça réglerait le problème des retraites aussi, au passage. Mais je pense qu'il y aurait plein d'arguments pour défendre cette vision de l'enseignement. Et je vais partir de cette problématique-là. Donc je vais partir de ce problème. Est-ce qu'on peut remplacer les enseignants? Alors peut-être que... voilà. Alors, le premier problème qui se pose, et c'est depuis en fait je vais parler maintenant du problème philosophique. Le problème philosophique, ce qu'on appelle en philosophie la technique, c'est-à-dire dès les premiers rudiments de l'hominisation,
on retrouve deux choses dont je vais essayer de parler. La première, c'est le rapport à l'image comme représentation. Depuis que les hommes se représentent le monde, on pense par exemple aux grottes de Lascaux, ils produisent des images picturales, littéraires, sonores, chorégraphiques. Et il y a un deuxième élément qui est encore plus ancien, c'est la question de l'extériorisation du savoir. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de ces deux éléments. Je vais commencer par parler de la question de l'extériorisation du savoir. Je vais m'expliquer tout de suite sur ce que c'est. Et ensuite, si jamais il me reste un petit peu de temps, je parlerai de la question du rapport à l'image. Mais c'est deux problèmes qui sont assez liés finalement. Alors, l'extériorisation du savoir. Depuis finalement que l'homme taille des pierres au Paléolithique, il taille des pointes de flèches, d'une certaine manière, il extériorise sa mémoire. Il extériorise sa mémoire dans des objets, c'est-à-dire que la flèche, la pierre, une fois qu'elle est taillée, qu'elle devient une pointe de flèche, et qu'elle devient une arme, un instrument de survie, pour tuer des animaux, se nourrir, se défendre. À partir de là, l'objet va condenser en lui du savoir-faire. C'est-à-dire qu'à partir, celui qui parle très bien de ça, c'est Bernard Stiegler, et à partir des travaux notamment de Leroi-Gourhan, l'anthropologue Leroi-Gourhan, il montre que en fait, on va déplacer, avant même l'écriture, on va déplacer dans un objet une mémoire. C'est-à-dire que l'humain, c'est celui qui est capable de déplacer son esprit, sa mémoire, dans un objet. C'est, si vous voulez, la première disquette, le premier CD, la première clé USB, finalement, c'est une pierre taillée qui va enregistrer tout un savoir-faire, puisqu'à partir de cette pierre, on va pouvoir reproduire d'autres pointes de flèches qui vont permettre de survivre. Et donc, vous voyez que cette question-là, elle est très ancienne. C'est ce qui va rendre possible l'hominisation et ce qui rend possible aussi le progrès qui est inaccessible aux animaux. Alors, on dit souvent que les animaux, aujourd'hui, c'est à la mode de dire que les animaux ont une culture, qu'ils peuvent transmettre cette culture. C'est vrai dans une certaine mesure. On a alors le fameux exemple que peut-être tout le monde connaît, c'est les macaques japonais de l'île de Koshima, où on s'est rendu compte qu'ils ont transmis le lavage des patates douces dans l'eau salée, parce qu'ils trouvaient que c'était assez bon de manger les patates douces une fois qu'elles étaient trempées dans l'eau salée. Et donc on dit, voilà, chez les animaux aussi, il y a de la culture, il y a de la transmission. Mais si on réfléchit un peu, et notamment à partir des travaux de l'éthologue Michael Tomasello, c'est pas exactement de la culture au sens humain, puisque la culture humaine, c'est une culture cumulative. La culture humaine, c'est une culture qui dépasse l'individu. C'est-à-dire que n'importe quel singe a la capacité intellectuelle, en lui-même, en tant qu'individu, de redécouvrir lui-même le lavage des patates douces. Il n'y a rien ici qui dépasse son intelligence. Alors que nous, êtres humains, la plupart des objets qu'on utilise tous les jours, si on était lâchés dans la jungle du jour au lendemain, on ne serait même pas capable de reproduire nos propres chaussures. Je ne parle pas de nos lunettes, je ne parle pas évidemment de nos smartphones et des objets technologiques. Ce serait totalement impossible. On ne serait même pas capable, même en passant sa vie entière, de reproduire la coque en plastique du smartphone. Donc je ne parle pas du processeur, du langage informatique et de tout ce qui compose un objet pareil. C'est-à-dire que l'humain, il y a un dépassement et il y a un progrès. C'est-à-dire que ce qu'on peut trouver comme élément, comme rudiment de culture chez les animaux, c'est totalement incomparable, puisque ça ne dépasse jamais finalement l'individu. Il n'y a rien dans l'exemple que j'ai donné, le lavage des patates douces, qui dépasse l'intelligence d'un individu, d'un macaque qui serait tout à fait capable de le reproduire. Même si, bien sûr, je ne nie pas qu'il y a eu une transmission, et on peut le prouver sur l'île de Koshima, il y a bien eu une transmission. Voilà, donc ça c'est pour définir un petit peu, si vous voulez, la culture. La culture, ici, comme savoir cumulatif, comme progrès. Et alors, qu'est-ce que ça va avoir un impact sur l'humain, ça, le fait que l'humain soit capable d'extérioriser son esprit dans des objets, ça va si vous voulez, ça va avoir un impact sur lui-même en tant qu'individu. Alors, cette
C'est-à-dire qu'à partir du moment où une pointe de flèche est inventée, c'est devenu impossible de vivre sans cela. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire comme si ça n'existait pas. À partir du moment où ce savoir est extériorisé, ça va agir sur les individus, et si vous ne maîtrisez pas cette technologie, alors vous êtes condamné à disparaître. Donc vous voyez qu'en retour, et ça implique aussi une certaine vision du monde, c'est-à-dire que la technique n'est pas neutre. Inventer une pointe de flèche, c'est inventer un certain rapport au monde, dans lequel, si j'arrive à projeter cette pointe de flèche à 200 km/h avec un arc, je vais pouvoir tuer à peu près n'importe quel animal, même s'il est 10 fois, 20 fois, 30 fois plus gros que moi. Donc si vous voulez, l'idée ici, c'est que ça engage une certaine vision du monde. Alors, je reviens maintenant à Platon. Platon, il y a presque 25 siècles, s'est posé la question de cette extériorisation du savoir, et pour lui, ça s'est posé d'abord dans la question de l'écriture. Ça s'est posé dans la question de l'image, peut-être qu'on aura le temps d'en parler avec la fameuse allégorie de la caverne, mais ça se pose aussi dans la question d'abord, ça se pose dans la question de l'écriture. C'est-à-dire que vous savez que Platon se méfiait énormément de l'écriture. Et l'écriture, si vous voulez, c'est la première élaboration vraiment d'un savoir qui va se matérialiser en dehors de moi-même. Donc j'ai parlé avant de la pointe de flèche, qui est un rudiment d'extériorisation, mais là où vraiment les choses vont commencer à changer pour l'humain, c'est l'écriture. C'est là où l'homme commence à rentrer dans l'histoire, puisqu'on va pouvoir vraiment matérialiser ça. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Platon, et donc Socrate, puisque Platon restitue l'enseignement de Socrate, vous savez que Socrate n'a rien écrit. Pourquoi Socrate n'a rien écrit? Justement parce qu'il y avait une méfiance à l'égard de l'écriture dont Platon nous parle notamment dans le Phèdre. Et alors, cette question de l'écriture, on va arriver progressivement à la question des tablettes et du numérique, mais j'essaye de montrer que en fait, le problème n'est pas nouveau. Et si vous voulez, Platon ne condamne pas l'écriture en tant que telle. Ce serait faux, ce serait idiot de croire que Platon la condamne. Et certains, des fois, ont tendance à comprendre le texte comme ça. Et en fait, c'est certain que ce n'est pas le cas, puisque d'ailleurs, Platon a écrit l'enseignement de Socrate. Donc si nous avons son enseignement aujourd'hui, c'est bien parce qu'il ne l'a pas condamné, vraiment. Si vous voulez, une fois que le savoir est matérialisé à l'extérieur, alors il est manipulable. Si j'écris et si je produis, si je transfère mon esprit à l'extérieur dans un papyrus, si je l'écris à l'extérieur, à ce moment-là, il est manipulable. Et Platon va se méfier justement de... Alors, qui va le manipuler? C'est le sophiste. Le sophiste, c'est-à-dire aujourd'hui le publicitaire, si vous voulez, le spécialiste de la communication, qui va pouvoir manipuler ce savoir. Et donc ça, c'est vrai, ça va être d'autant plus vrai à partir de la question du numérique. Donc le savoir est manipulable et le savoir devient dangereux. Et alors, il y a un petit bouquin de Michel Serres qui était un véritable best-seller, qui s'appelle « Petite poussette », et dans lequel il va essayer de défendre cette idée que l'extériorisation du savoir, c'est une forme de libération. On a vu avant que l'extériorisation du savoir, ça pouvait être une forme d'aliénation, puisque ça va agir sur moi. Il faut bien comprendre que pour Platon, la question de l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture, ça devient un savoir un petit peu désincarné, si vous voulez. Et ça, c'est une forme d'aliénation pour lui. Il faut qu'un savoir puisse se dire à partir d'un sujet humain. Il faut qu'un savoir puisse s'incarner dans une réalité. C'est-à-dire que l'écriture, si vous voulez, ça s'adresse à tout le monde, donc ça s'adresse à personne. À partir du moment où j'écris quelque chose dans un livre, le livre ne s'inscrit pas dans une relation humaine. Il s'adresse à tout le monde. Et s'il s'adresse à tout le monde, d'une certaine manière, il s'adresse à personne. Et c'est une manière de produire un savoir mort pour Platon. C'est ça la question. On verra que ça rejoint des thèmes psychanalytiques aussi. Peut-être si on a le temps dans la discussion. En tout cas,
Michel Serres va essayer de montrer qu'il y a aussi une vertu libératrice. Et c'est ça toute la problématique. C'est-à-dire que d'une certaine manière, mon savoir est à l'extérieur. Michel Serres donne l'image de Saint-Denis qui a été décapité par les Romains et qui continue à se promener avec sa tête dans les mains. Voilà, c'est un petit peu ça, si vous voulez, l'extériorisation du savoir. C'est-à-dire que je suis en cours, je ne me rappelle plus de la date de naissance de Platon, je vais sortir mon smartphone, j'ai mon savoir à l'extérieur, j'ai mon cerveau à l'extérieur, j'ai mon esprit à l'extérieur. Donc si vous voulez, ce qui s'est passé avec Platon sur la question de l'écriture, aujourd'hui c'est x10, x100, x1000. C'est-à-dire que n'importe quel élève aujourd'hui est même capable de me dire en plein cours, non, vous vous trompez, la date n'est pas la bonne, vous êtes trompé à 2 ans, 3 ans, 4 ans près, voire pire. Et donc, c'est de ça que se méfiait Platon, c'est-à-dire cette idée qu'à un moment, le savoir n'est plus à l'intérieur de moi-même. Le savoir est au dehors. Alors, d'où la question du sophiste avec Platon, d'où la question de ce savoir est manipulable. Ce savoir peut nous manipuler en retour. Et alors, je vais juste peut-être parler de la question libératrice. Pourquoi est-ce que c'est libérateur pour Michel Serres? Pour bien poser le problème. Hein. Donc là, on a l'air de dire que c'est aliénant. Il y a une forme d'aliénation. L'aliénation, c'est le devenir étranger à soi-même, puisque le savoir n'est plus en moi. Mais il y a une autre dimension, c'est la dimension libératrice, que pointe très bien Michel Serres. Et il montre que finalement, le fait que j'ai pu mettre le savoir à l'extérieur, ça n'est pas... alors Platon, par exemple, va dire, oui, mais du coup, on va perdre la mémoire. On va perdre la mémoire puisque l'écrit est au dehors. C'est un des arguments qu'il donne. Mais Michel Serres va dire, mais c'est... Alors, on peut dire, et la question va se reposer aujourd'hui avec la question du numérique. On dit, les élèves, aujourd'hui, n'ont plus de savoir. N'ont plus de savoir, je termine tout de suite avec la problématique. On dit, les élèves n'ont plus de savoir, mais finalement, ce que nous dit Michel Serres, c'est que ça va libérer le cerveau, ça va libérer l'esprit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les dates sont dans le smartphone, à partir du moment où toutes les données, un petit peu, le savoir pur, hein, c'est pour ça que Michel Serres va parler de la fin de l'ère du savoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le savoir pur peut être consulté à n'importe quel moment dans un esprit qui est à l'extérieur de moi-même, à partir de ce moment-là, mon esprit est libéré. Et ça renvoie à une autre forme de libération, c'est-à-dire condamner le numérique sous prétexte que ça ferait perdre la mémoire, ce serait comme condamner finalement, vous savez que les humains sont devenus humains à partir du moment où ils ont pu se libérer les mains. Mais à partir du moment où ils libèrent les mains perdent leur vertu locomotrice. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, les mains ne servent plus de pied. Et donc, déplorer la perte de la fonction locomotrice des mains, nous dit Leroi-Gourhan, l'anthropologue, ce serait idiot, puisque les mains, c'est ce qui, justement, ont permis, il me faudrait plus de temps pour développer ça, mais les mains ont permis le développement intellectuel. C'est grâce aux mains, c'est le bouquin de Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, c'est le geste qui a rendu possible la parole. C'est parce que les mains se sont libérées que ça a pu nous donner un avantage sélectif sur le fait d'être plus intelligent que les êtres animaux, et ça a développé notre intelligence. Donc si vous voulez, déplorer la perte de mémoire dans le numérique ou la perte de mémoire dans l'écriture sous prétexte de l'extériorisation du savoir et d'une certaine forme d'aliénation, finalement ce serait comme déplorer le fait que les mains n'ont plus un usage locomoteur, ce qui serait tout à fait absurde puisque c'est ce qui a rendu possible l'hominisation. Donc voilà, j'ai posé un petit peu le problème. C'est, je crois, un petit peu le problème philosophique qui se pose autour de cette question. Je vous remercie. Merci à vous. Alors on va passer dans le plus concret avec Guy Heitz, puisque si avant le savoir était extériorisé dans les manuels, aujourd'hui il l'est parfois dans les tablettes, et je crois que c'est le cas au Collège Saint-Étienne que vous dirigez. Je vous laisse la parole. Merci. De mon regard d'enseignant, d'éducateur, de chef d'établissement aussi, le problème des tablettes n'existe pas. Nous savons tous que les jeunes sont nés dans cet univers. Proscrire les outils numériques aujourd'hui serait ridicule et vain. Donc la question de l'éducateur, du chef d'établissement aussi, c'est de se dire qu'en fait-on ? Et quelle va être la manière la plus intelligente d'utiliser cet outil
on a parfois le sentiment que les élèves, les jeunes, ont une maîtrise exceptionnelle de l'outil informatique, sans doute dans certains domaines, mais en réalité très très peu dans les domaines liés à l'éducation ou à l'enseignement de manière générale. Donc la question s'est posée un jour dans mon établissement de se dire, voilà, cet outil est là, existe. Rares sont les élèves dans leur famille qui n'ont pas un ordinateur, un smartphone ou un téléphone portable. Nombreux sont les écrans. Et bien nous, en tant qu'éducateurs, avec les enseignants, que pouvons-nous faire pour utiliser cet outil au service de l'enseignement? Alors cette question est difficile à résoudre. Enfin, ce n'est pas un problème, mais disons que c'est quelque chose qui, à mon sens, ne peut se résoudre que collectivement. C'est-à-dire que la réflexion doit amener une équipe d'enseignants, quelle que soit l'équipe, à trouver la meilleure pertinence entre l'usage et l'objectif qu'on se fixe. Et donc c'est cette démarche-là qui a été entamée dans l'établissement que je dirige depuis 2015, où petit pas par petit pas, puisque c'est aussi le temps qui fait les choses, on a essayé d'intégrer des nouveaux outils à l'aide du numérique au service de l'enseignement. Je ne vais pas rentrer dans les détails du projet, s'il y a des questions, on peut y revenir. Ce que je remarque après donc 5 ans de recul, puisque c'est quand même aujourd'hui significatif en termes d'expérience, à savoir que dans l'établissement actuellement, il y a 850 tablettes, tous les lycéens sont dotés sur un projet spécifique, qui n'est pas le projet de la région, hein, c'est un projet vraiment spécifique à l'établissement. Et moi, ce qui me frappe dans l'usage, dans la pratique portée par les enseignants, c'est le changement de regard. Aujourd'hui, l'enseignant n'est plus le détenteur du savoir. Aujourd'hui, l'enseignant va partager avec l'élève. Alors, on a tradition de dire, on passe du face-à-face, que beaucoup et que moi-même j'ai pu connaître, au côte à côte. L'élève peut apprendre des choses à l'enseignant peut apprendre des choses à l'élève. On a par exemple nommé dans chaque classe de l'établissement, du lycée, 2 ambassadeurs numériques. Ce sont des jeunes que nous formons aux usages des numériques qui sont mieux formés que les enseignants. Eh bien, l'enseignant va solliciter cette aide dès qu'un problème dans la classe survient. Et ça change totalement la posture de l'enseignant. L'enseignant n'est plus celui qui sait, mais l'enseignant est celui qui sait où chercher l'information. Et c'est peut-être ça qui est important dans l'usage du numérique. Et puis, tout ça, ça va changer des choses assez fondamentales, qui est le lien de confiance avec l'enseignant. On change la posture. L'enseignant est avec, n'est plus contre, n'est plus face. Et on passe dans une démarche de collaboration. Et la collaboration, que ce soit entre l'enseignant et les élèves, que ce soit entre les élèves, eh bien là, l'outil numérique est fantastique, parce qu'on peut collaborer. Et puis, un autre aspect, sans rentrer trop, encore une fois, dans les détails. Alors, on parle aujourd'hui, sans doute à tort, de ce qu'on appelle l'école inclusive. Alors, c'est un pléonasme, hein, école inclusive. L'école doit être inclusive, puisqu'elle doit inclure tous les profils d'élèves handicapés ou autres. Eh bien, quel meilleur outil que l'outil numérique pour inclure des élèves? J'ai vu des enseignants de mathématiques, alors on parle de pédagogie différenciée, travailler à des rythmes différents dans une même classe grâce à l'outil numérique. Tel élève a un exercice, tel autre élève en a un autre et va pouvoir progresser selon son rythme. Des élèves donc, qui ont un besoin spécifique, ne serait-ce que dans l'écriture, ne serait-ce que dans la taille des caractères, ne serait-ce que dans l'usage de tout ce que peut permettre le numérique, eh bien aujourd'hui c'est possible grâce au numérique. Donc plutôt que de se séparer, comme l'image qu'on peut avoir des écrans, hein, je m'isole, je suis devant l'écran, je suis tout seul. En tout cas, dans l'expérience que je vis, eh bien c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que le numérique aurait plutôt tendance à rapprocher les gens, à les faire collaborer et à inclure. Voilà, en introduction. Je répondrai aux questions ensuite. Je vous remercie. Monsieur Nice, vous accompagnez le déploiement du dispositif Lycée 4.0 de la région Grand Est, dont on a bien compris que ce n'était pas le projet mis en place à Saint-Étienne, donc peut-être qu'il y a des différences dont on pourra avoir connaissance. Et donc,
cela consiste à remplacer, là aussi, les manuels par les outils numériques au sein des établissements scolaires. Ce n'est pas un système qui est généralisé, mais vous allez peut-être pouvoir nous en parler plus. Merci et bonsoir tout le monde. Alors, parler du lycée 4.0, ce n'est qu'une entrée dans la problématique qu'on est en train d'aborder ce soir. Je vais la développer très très rapidement après, mais juste pour rebondir, parce que j'aime bien ce jeu de questions-réponses, et puis je souscris complètement aux exemples que vient de citer Guy Heitz. Il se pose les bonnes questions en tant que chef d'établissement, puisqu'il a bien remarqué qu'effectivement la question du numérique n'était pas de savoir s'il fallait s'en servir ou pas, mais bien évidemment comment, pour quelles raisons, mais ce n'est plus une question maintenant de technique, c'est une question sociétale. Cette question sociétale, forcément, l'école doit s'en imprégner. Ce que disait Lev Fringel tout à l'heure, c'était aussi, il a fait un rapport très très important entre j'avais noté le savoir et puis le stockage du savoir, la transmission, l'externalisation du savoir. Moi, j'utiliserai une autre terminologie, alors peut-être un peu plus scientifique, vous m'excuserez, moi je parlerai plutôt d'information, puisque actuellement, je vais prendre des élèves de collège avant de parler du lycée. Un élève de collège actuellement, on va dire dans une ville comme Strasbourg, mais même je pense que c'est valable dans quasiment toutes les villes de France et tous les collèges de France, eh bien, il reçoit 90% de l'information du dehors de l'extérieur du collège. Donc c'est ce que vient de dire Guy Heitz. Pour un enseignant, ça change complètement la donne. La place du magistère qu'on a connu au début du XXe siècle, elle est complètement chamboulée. Le paradigme de l'enseignement lui aussi, puisque ce rapport à l'information, je parle bien d'information pour l'instant, est complètement différent. Lev Fringel a dit que parfois des élèves lui disaient qu'il s'était trompé dans une date. Est-ce que maintenant on va demander à un élève de savoir par cœur des dates? Oui, c'est important, parce qu'il faut faire travailler cette mémoire, mais il faut savoir que dans la vie actuelle et la vie future de nos élèves, ils vont avoir besoin aussi de cette mémoire externe, puisque, et ça je reprends après, c'est plutôt Michel Serres qui le disait, le fait de pouvoir externaliser cette mémoire-là permet de donner de la disponibilité cérébrale pour l'enfant, pour l'adulte, pour d'autres tâches. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc la façon dont ça a été présenté, je pense que les questions sont bien posées. Et à partir de là, on peut introduire maintenant la question du lycée 4.0. Alors qu'est-ce que c'est en résumé? Pour ceux qui ne le connaissent pas, la région a entre autres la compétence du financement des manuels papier, des manuels scolaires. Et puis lors du passage des 3 régions, Alsace, Champagne-Ardenne et puis Lorraine, à la région Grand Est, eh bien, l'unification des dispositifs d'aide aux familles a été modifiée et la région Grand Est a choisi de payer intégralement le contenu, c'est-à-dire le manuel, mais dans sa version numérique. Et pour ça, pour accéder à un contenu numérique, il faut bien un terminal, il faut bien un support. Donc c'est la raison pour laquelle tous les lycées qui sont concernés, et à terme, c'est-à-dire l'année prochaine, ce sera les 355 lycées du Grand Est, seront équipés, il n'en reste plus qu'une soixantaine, ils le sont quasiment tous, seront équipés non seulement de vidéoprojecteurs, de Wi-Fi dans les salles, une infrastructure qui permet effectivement de faire rentrer l'information dans l'établissement, je parle toujours d'information, et à partir de là, après avec le terminal, y accéder. Et c'est là que commence le travail de l'enseignant. Et puis pas que de l'enseignant, parce qu'il y a aussi le travail de l'élève, le travail d'équipe de direction, et puis après, je dirais aussi un petit peu le mien, c'est-à-dire après de l'institution qui doit accompagner tout ce dispositif. Puisque maintenant, faire rentrer de l'information sous cette forme-là, il va falloir que l'enseignant transforme cette information, aide l'élève à la transformer en connaissance, en savoir, en savoir-faire, en attitude, etc. Tout ce que l'école doit apporter aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de l'apporter sous une version numérique, ça va changer énormément. Par contre, le numérique, comme le disait Lev tout à l'heure, permet de manipuler peut-être beaucoup plus facilement cette information, de la démultiplier, de l'externaliser plus facilement, de la transmettre, de la partager, de la créer. Donc pour moi, un lycée 4.0, c'est avant tout un établissement dans lequel on a ouvert le champ des possibles, on a permis à l'élève, à l'enseignant et à l'ensemble de la communauté éducative de bénéficier d'un écosystème beaucoup plus large pour pouvoir, cette fois-ci, exercer les fonctions. Alors, chacun son métier, si je puis dire, le métier d'enseignant, le métier d'élève, même si ceux-ci, à travers l'exemple que vient de citer Guy Heitz, ils sont complètement re-questionnés. Donc voilà, la problématique, je pense qu'elle va être là aujourd'hui. Il ne faudra pas s'éloigner trop du sujet non plus, parce qu'on parle de la tablette, des écrans. Il y a une vraie question qui est posée derrière aussi. Lorsque je me déplace dans les établissements pour expliquer, accompagner les équipes, j'ai plein de questions qui sont posées. Et des questions qui sont légitimes, des questions qui sont même des interrogations, voire parfois des craintes. Parce qu'on entend beaucoup de choses sur la place du numérique et sur ses effets. Et je pense qu'après, Sarah Sananès va nous dire aussi peut-être
un certain nombre de choses sur le côté aussi peut-être médical, parce que des questions aussi d'ordre pathologique parfois nous sont posées. Est-ce que notre enfant ne va pas devenir malvoyant, crétin, débile? C'est des termes qui sont utilisés. Je ne ferai pas la publicité pour un livre qui vient de sortir, la fabrique du crétin numérique, qui pourrait laisser entendre, quand on ne lit pas l'intégralité du bouquin, quand on se contente que des titres, eh bien on a l'impression que le fait de mettre une tablette entre les mains d'un élève, eh bien c'est fini. C'est fini, il ne saura plus apprendre, il ne va plus savoir ni retenir, ni faire. On n'apprend pas aussi bien avec un écran qu'avec un livre, on n'écrit pas aussi bien, on apprend mal, et du coup on devient un crétin. Voilà, je fais le résumé volontairement, parce que c'est souvent celui qu'on entend, et c'est les questions qu'on nous pose. Donc aujourd'hui, on va peut-être pouvoir en parler aussi. Comment est-ce que ce numérique, quand il arrive dans un établissement de manière assez, on va dire, assez importante, comment est-ce qu'il re-questionne complètement la place de chacun, et on pourra parler du défi que chacun doit relever, l'élève, l'enseignant, l'équipe de direction, l'institution, et puis aussi les familles, parce qu'elles sont concernées. Je vous remercie. Effectivement, Sarah Sananès, vous avez créé il y a quelques années à l'EPSAN une cellule d'information et de prévention sur l'usage des écrans. On se pose la question de savoir comment préparer nos enfants à l'usage du numérique qui va arriver dans les collèges et bien sûr dans les lycées. Est-ce qu'il y a des choses à savoir et des mesures de prévention pour qu'ils puissent en faire un bon usage plus tard? Alors, donc Monisan vous l'a dit, je suis pédopsychiatre, je travaille à l'établissement public de santé Alsace-Nord, l'EPSAN, c'est à Brumat, entre autres. Et je suis actuellement responsable d'unité de psychiatrie périnatale, c'est-à-dire d'unité de soins parents-bébés au sein de cet hôpital. J'ai également exercé auprès d'enfants plus grands et d'adolescents, et lors des consultations avec des bébés, des enfants et des adolescents, la question des écrans s'invite quasi systématiquement, et sans doute de plus en plus. Il s'est donc rapidement imposé, je vais raconter comment on a fondé cette cellule, il s'est donc rapidement imposé pour nous lors de cette pratique clinique l'idée que nous avions un rôle à jouer en termes de prévention dans ce domaine. Alors Serge Tisseron, auquel vous faisiez référence tout à l'heure, qui est un pédopsychiatre qui a fondé une campagne de prévention 36912 sur le bon usage des écrans par les enfants, utilise une métaphore qui me semble très pertinente, la métaphore alimentaire. En effet, il nous dit que nous expliquons aux parents comment procéder à la diversification alimentaire de leurs enfants. Nous leur expliquons comment introduire les légumes, les laitages au bon moment, mais nous ne leur expliquons pas comment introduire les écrans dans la vie des enfants. Alors, si les médecins traitants et les pédiatres ont un rôle à jouer dans l'information à délivrer quant à l'alimentation des enfants, il nous est apparu avec les collègues pédopsychiatres de mon service que nous avions un rôle à jouer pour le bon usage des écrans par les familles. C'est comme ça que nous avons décidé, il y a quelques années, avec mon collègue le docteur Edmond Perrier, de proposer des interventions sur le territoire de santé sur lequel nous intervenons, nous exerçons, interventions auprès des enfants, de leurs parents, des enseignants. Et nous avons donc créé, ce à quoi vous faisiez référence, au sein de l'EPSAN, une cellule d'information et de prévention sur le bon usage des écrans, sur l'usage des écrans. Nous intervenons donc depuis, sur sollicitation et de manière régulière, afin de participer à ce travail de prévention qui nous apparaît essentiel. C'est donc aujourd'hui de ma place de clinicienne que j'aimerais intervenir. Notre idée, c'est de délivrer des informations simples et claires sur le bon usage des écrans par les enfants, et plus précisément de délivrer des informations sur comment permettre à nos enfants de bien grandir et de bien se développer dans ce monde rempli d'écrans de tous côtés. Nous relayons donc la campagne de Serge Tisseron en suivant, lors de nos interventions, les âges du développement de l'enfant. Car à chaque âge, son usage, ses possibilités, ses précautions. Je vais donc m'autoriser à glisser de la question « peut-on éduquer avec les écrans ?» à la question « comment éduquer nos enfants aux écrans ?» et surtout à leur bon usage. Si je fais ce glissement, c'est parce que, pour faire passer l'idée dont vous parlez, que les écrans sont une formidable opportunité pour les enfants en âge scolaire, je crois qu'il faut commencer par ne pas en sous-estimer les dangers sur les enfants d'âge préscolaire. Le préalable à la question de l'éducation par les tablettes, c'est, je crois, de permettre aux enfants de bien se développer en présence des écrans et même de leur permettre de ne pas entraver leur développement.
Donc je vous l'ai dit, je suis périnataliste, c'est-à-dire que je m'occupe de bébés et de leurs parents. Et dès le plus jeune âge, la question des écrans se pose à nous. Le bébé, dans ses premiers mois, vit un temps essentiel de son développement puisqu'il va construire son rapport au monde à travers les interactions qu'il vit avec ses parents. On est à une époque d'intense sensibilisation à la question du développement du tout-petit, puisque le gouvernement a installé à l'automne dernier la commission des 1000 jours, qui doit rendre un rapport bientôt, qui concerne précisément ces premiers temps de la vie et les conditions nécessaires au bon développement de nos enfants. À l'ère de l'épigénétique, on en parlait un peu tout à l'heure, épigénétique qui nous enseigne que le potentiel d'un bébé a besoin d'un environnement adapté pour bien se développer et qu'une vulnérabilité de l'enfant va ou non conduire à des troubles en fonction de facteurs d'environnement. Il apparaît incontournable de se pencher avec force sur la question des écrans, puisqu'il représente un facteur majeur d'environnement dans nos sociétés. Alors, avant de parler des effets de l'exposition directe des bébés aux écrans, commençons par nous demander ce qu'il se passe quand un bébé est face à un parent qui est baigné dans ce monde plein d'écrans. Un bébé, en interaction avec un adulte qui prend soin de lui, construit sa compréhension du monde à travers les ajustements que lui propose cet adulte dans les interactions. Il babille, émet des sons, produit des mimiques. Et il se développe grâce à ce que l'adulte lui répond, lui montre et produit en retour. Il s'agit de moments précieux et même indispensables pour un tout petit. Et on peut sans peine imaginer que si leur relation se coupe, s'interrompt, parce que le smartphone ou la télé interpelle l'adulte, ce que vit le bébé, c'est cette interruption qui n'a pas de sens pour lui. Ce que vit alors le bébé, c'est la relation qui se coupe, qui s'arrête. Il est très difficile pour un bébé de vivre ces coupures dans la relation. Et ça, nous le savons entre autres grâce à ce que nous avons appris en psychiatrie périnatale des effets sur les bébés des troubles psychiques parentaux. Penser à un environnement adapté au bon développement du bébé, c'est penser les choses dès ses premiers moments. C'est envisagé comme l'environnement des enfants est modifié par l'infiltration massive des écrans dans nos maisons. Qu'on se place du côté de l'usage direct par le bébé ou du côté des effets d'environnement, le plus inquiétant de mon point de vue pour le développement du tout-petit, c'est qu'une consommation importante d'écran signifie un temps réduit des interactions humaines. Et c'est, comme je viens de vous le dire, la base absolument nécessaire au développement de l'enfant. Chaque heure passée par le tout-petit devant un écran lui est volée au temps relationnel, et également, comme on va le voir, aux acquisitions légitimes. Alors si on fait un petit saut en avant et qu'on envisage l'acquisition du langage par l'enfant, on peut parler des programmes dédiés, des chaînes de télé, des programmes qui sont soi-disant adaptés aux tout-petits, Baby First, des programmes éducatifs. Ces programmes mettent en avant que l'enfant va développer son langage grâce à leur usage. Pourtant, de nombreuses études ont montré que ces programmes, loin de permettre l'acquisition du langage, ont plutôt tendance à l'appauvrir. Un bébé plus exposé aux écrans, et même à des contenus dits éducatifs, aura un lexique moins riche qu'un bébé moins ou non exposé. C'est facile à appréhender si on revient à la question des interactions. Le bébé comprend le sens des mots et leur usage, et donc les apprend parce que son parent ou son éducateur module sa voix, répète, s'adapte, s'ajuste à l'enfant. Pour compléter ça, j'aimerais bien citer une étude que je trouve intéressante. On a exposé des bébés de 9 mois à des conversations avec une personne qui parlait le mandarin, et d'autres bébés de 9 mois à des vidéos de cette même personne parlant le mandarin. Les enfants qui étaient placés en présence de la personne qui leur parlait mandarin avaient préservé une large aptitude à distinguer les sons de cette langue, et les bébés qui étaient placés face à vidéo n'ont rien préservé du tout. L'influence des écrans sur le développement des bébés est aussi posée par l'exposition indirecte. Par exemple, lorsque la télé est allumée dans une pièce dans laquelle un bébé joue. Une étude a observé des enfants de 12, 24 et 36 mois qui jouent dans une pièce avec une télé allumée, alors que les enfants ne passaient que 5% de leur temps à regarder l'écran. Leur jeu était très différent selon la présence ou non de la télévision. Quand elle était allumée, les jeux étaient en moyenne plus courts et le temps d'attention intense dans les jeux était plus court aussi. Or, à ces âges, c'est par le jeu qu'on fait ses acquisitions. Et à ces âges, on construit ses repères spatiaux et temporels par le jeu dans les 3 dimensions de l'espace.
Un temps de jeu raccourci ou dénaturé signifie des acquisitions dénaturées elles aussi. Et à ces âges, je le répète, le temps passé devant les écrans est du temps en moins pour jouer le monde. Toucher, flairer, porter à la bouche, lancer, faire tomber, empiler, expérimenter. Or, c'est par la répétition de ces jeux et le temps passé à jouer que l'enfant se développe. Le jeu, pour l'enfant, c'est la base de toute acquisition. Et comme il n'y a que 2 heures dans une journée, chaque heure d'écran est enlevée à ce temps de jeu indispensable à leur développement. Quand l'enfant grandit un peu, les questions principales entre 3 et 6 ans sont celles de la durée, du contenu, de la sociabilité. Le temps passé devant les écrans, on vient d'en parler, c'est du temps qui n'est pas passé à faire autre chose, et surtout à faire ce qu'un enfant doit faire pour bien grandir. Un enfant plus exposé aux écrans quand il est petit aura en plus tendance à être plus grand consommateur d'écrans en grandissant. Pour ce qui est du contenu, les écrans non interactifs imposent à l'enfant un rythme, et la forte charge émotionnelle qui leur est associée peut submerger l'enfant. Les enfants les plus exposés à la télé deviendraient des enfants moins autonomes, avec moins d'habileté sociale, et on sait aussi que chaque heure supplémentaire de télé est traduite plus tard par une augmentation de 10% de risque d'être constitué en bouc émissaire dans les relations. Probablement parce que l'enfant se constituerait plus en spectateur du monde qu'en acteur. Alors tout ceci doit amener à fixer des règles et des durées d'usage. J'encourage les parents à être auprès de leurs enfants, les plus jeunes en particulier, lors du visionnage, tout en ayant conscience de la difficulté que ça représente. J'encourage aussi à faire raconter à l'enfant après le visionnage ce qu'il a vu. Ça lui permet de passer dans le champ de la narrativité, car un enfant qui raconte construit ses repères temporels. On connaît donc actuellement très bien les risques de difficultés psychiques, mais aussi physiques, de l'excès de temps passé devant les écrans. Les risques sont plus importants pour les plus jeunes, et les habitudes d'usage sont à prendre dès les premiers temps. Il faut donc permettre à nos enfants d'apprendre l'autorégulation, et cela, ça prend dès les premiers temps. On annonce à l'enfant la durée permise, on lui permet de choisir, maintenant ou plus tard. On édicte des règles, et on lui permet de les appliquer. On ne les laisse pas seuls face aux écrans, qui ne doivent pas être un support d'isolement, mais plutôt un support d'échange. C'est à nous, comme dans d'autres domaines, d'accompagner les enfants vers leur autonomie, en leur permettant de se réguler, d'abord accompagnés puis par eux-mêmes, car l'éducation ne consiste pas à protéger et à guider l'enfant, mais à lui apprendre à s'auto-protéger et à s'auto-guider. Alors pour les adolescents, d'autres questions essentielles se posent, comme celle de l'intimité, celle de la protection, car ce qui est sur Internet est visible par tous et y restera toujours. Ces questions mériteraient d'être discutées également, surtout dans une époque où les enjeux de protection de nos données et de nos vies privées agitent des adultes souvent impuissants à en avoir la maîtrise. Il y a, je crois, un enjeu essentiel à permettre à nos enfants de vivre dans ce monde digital que nous leur avons fait, car nous ne pouvons les y laisser seuls sans leur avoir auparavant permis d'y avoir des repères. Je ne voudrais pas, par mon propos, paraître anti-écran. Ils sont pour les plus grands de formidables outils d'information, sans doute d'éducation, mais je voulais insister sur notre place à tenir pour protéger nos enfants, surtout les plus petits, pour les protéger avant tout dans leur développement et dans les premiers temps de la vie. Il ne s'agit pas de renoncer au digital, mais de comprendre qu'il y a un temps pour tout. Parce que ce combat pour les bébés d'aujourd'hui est un combat pour la société de demain. Et je voudrais également, et pour conclure, ajouter un élément d'analyse qui m'est apparu dimanche dernier dans le train, alors que j'essayais de préparer ce que je vous dirai aujourd'hui. Mon fils de 6 ans s'est campé devant moi et m'a dit avec détermination « C'est bon maman, on a réglé le problème des écrans ». Alors je vous soumets sa proposition. On donne l'iPad à ma grande sœur, mon grand frère prend le téléphone de papa, et moi, maman, je prends le tien. Merci. Alors effectivement, je le disais, c'est un défi de protéger nos enfants des écrans et d'en limiter leur consommation. C'est même un bras de fer, je crois que tous les parents ici présents peuvent le dire. Et quand ils vont à l'école, eh bien, on a quand même le soulagement de se dire que là, au moins, eh bien, ils ne sont plus devant des écrans. Et pourtant,
c'est plus le cas. Alors, est-ce que Guy Heitz, vous avez des réticences de la part des parents sur l'utilisation des écrans à l'école? Ah oui, inévitablement. Alors, je crois que dans le projet, il a toujours été clairement dit que l'écran n'intervenait que comme un outil, en plus d'autres outils. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été question de dire on fait table rase du passé, on prend un écran et on oublie tout le reste. L'écran n'intervient que si l'enseignant, en l'occurrence c'est lui qui a la liberté, décide que c'est le moment, que c'est l'outil qui est le mieux adapté à la situation d'enseignement qu'il vit. Et il y a des moments où c'est pas le bon moment. Donc on prend le stylo, on prend la feuille, on prend des notes. Donc c'est aussi dans la justesse du choix de l'outil et du moment où on le choisit. Alors évidemment, les parents sont inquiets. Et les parents sont inquiets du temps passé. Je pense que les parents sont toujours inquiets. Pour leurs enfants, c'est une inquiétude qui à travers les âges, qui change peut-être, mais qui existe. Mais en même temps, ce que j'essaie de leur dire, c'est que se passer de cet outil, c'est se passer de quelque chose de formidable qui peut aider les enfants à avancer, à progresser et à appréhender le monde qui les entoure. Ce qui manque un peu, alors on y travaille, mais c'est compliqué, ça viendra, je pense, c'est l'éthique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met à disposition un outil, les parents ont peur de ce qu'on va en faire ou ce qu'on leur va en faire. Et dans les programmes, de manière générale, l'éthique n'a pas encore sa juste place. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire ou de ne pas en faire, qu'est-ce qu'on peut publier ou pas, le respect de l'autre, le respect du droit à l'image, sont des éléments qui inévitablement arrivent et qui inquiètent les parents. Réseaux sociaux, évidemment, encore plus. Donc oui, les parents sont inquiets. Et en même temps, ils n'ont pas beaucoup d'outils pour aller contre ça. Donc je crois encore une fois que l'école est là pour éduquer, pour apprendre la maîtrise de cet outil dans toutes ses dimensions, éthiques et autres. Et les parents resteront inquiets, je crois, quoi qu'il arrive. C'est leur job. Oui, Sarah Sanamès. Oui, moi j'avais une question sur comment vous faites pour encadrer justement les... C'est une question pour tous les deux d'ailleurs, mais pour apprendre aux enfants à devenir plus performants avec ces outils, pour que ça devienne un outil de travail. Parce que je suis tombée là en lisant un peu avant de venir aujourd'hui sur une étude, je crois une étude londonienne, enfin peu importe, qui montrait que des enfants adolescents n'étaient pas très... experts pour faire des recherches. Quand ils font des recherches sur Internet, en fait, il y a des études. On est revenu de la notion, par exemple, de digital native et de penser que les enfants développent des compétences particulières. Et il semblerait que les compétences développées soient assez restreintes, voire même qu'ils peuvent être perdus pour faire des recherches Internet efficientes. Et qui manquent de repères. Est-ce que ça, c'est prévu, par exemple, dans les programmes que vous développez pour leur enseigner ça aussi, c'est-à-dire les méthodes pour que ça puisse avoir une efficacité ou... Alors, je disais tout à l'heure que, effectivement, quand on dit que nos enfants sont devant des écrans, ils maîtrisent l'outil, c'est faux. Enfin, au départ, je ne sais pas, j'ai pas de statistiques ou de chiffres en tête, mais je pense que 80% et plus, quand on parle informatique, ça veut dire jeux, réseaux sociaux, Internet. Voilà. L'outil à l'école, c'est plus ça. Et c'est là que l'enseignant joue son rôle, parce qu'on ne remplacera pas l'enseignant par un écran, mais par contre, l'enseignant peut apprendre à l'élève comment utiliser cet écran et comment faire ses recherches. Et c'est là qu'il y a tout l'intérêt, je crois, le rôle dans la société de l'enseignant. C'est plus le savoir, même si ça doit en faire partie, mais c'est l'usage de l'outil. Et je peux vous le dire parce que je le vis, des recherches Internet sont faites parce qu'il y a un objectif, parce qu'il y a un thème, qui est souvent toujours lié au programme de l'enseignement, mais l'éducation se fait par l'adaptation, par l'apprentissage de cette recherche et de l'outil. Donc on est sur un apprentissage du savoir-faire plus que sur le contenu. Et c'est l'outil qui le permet. Alors, avant de passer aux questions du public, j'aurais voulu savoir, Lève Frankel, vous qui avez l'expérience finalement de l'enseignement à l'ancienne devant des élèves en classe,
et aussi de la chaîne YouTube avec un outil quand même très différent. Et j'aurais aimé savoir ce que vous en faites de plus de cet outil. Qu'est-ce que ça apporte finalement de faire des vidéos sur Internet, si ce n'est bien sûr de toucher un autre public peut-être, mais est-ce qu'il y a un impact différent, des possibilités d'utiliser d'autres ressources en tant qu'enseignant par ce biais-là? Oui, je me rends compte que je n'ai pas vraiment répondu à la question que j'ai posée. Est-ce qu'il faut remplacer les enseignants par des vidéos? Alors bon, peut-être que moi, j'aurai l'occasion d'y répondre. Mais là, pour répondre directement à votre question, l'idée, alors quand j'ai fait cette chaîne, moi j'ai toujours souffert un petit peu à l'école du cadre scolaire, du système scolaire que j'ai toujours trouvé un petit peu sclérosé. Je ne dis pas du tout que j'ai les solutions pour changer, je ne dis pas du tout que moi en tant qu'enseignant j'arrive à y échapper, mais il y a une structure, il y a une pesanteur du système qui fait que voilà, que c'est pas toujours adapté à tous les élèves, qu'il y a des élèves qui sont en souffrance dans le système scolaire, qui n'aiment pas apprendre de cette manière-là. Et moi, je crois que j'en ai fait partie. Et je trouve ça très important, enfin, ce que je trouve fascinant aujourd'hui avec YouTube, c'est cette idée que finalement, il y a tout un enseignement qui se déroule en dehors de l'éducation nationale. Alors je ne sais pas, Marc Ness en a parlé un petit peu, il y a 90% de l'enseignement aujourd'hui est en dehors de l'école. Ça pose. Alors moi je m'en réjouis parce que c'est une manière c'est une manière finalement. Je pense qu'il faut favoriser cette forme de concurrence dans le domaine de la culture, même si dans le domaine du commerce la concurrence capitaliste peut être très violente et qu'elle peut être qu'elle peut générer de grandes violences sociales. Au contraire, je crois que dans le domaine de la culture et du savoir, il faut favoriser cette concurrence. Et d'une certaine manière, le système éducatif national se retrouve aujourd'hui, d'une certaine manière, challengé par ces nouvelles formes d'éducation. Et du coup, je crois que les enseignants eux-mêmes sont questionnés par ça. Et ça les oblige éventuellement aussi peut-être à revoir certaines choses dans leur méthode pédagogique. Et voilà, l'autre jour, j'ai une élève de classe techno qui m'a dit tiens, c'est la première fois, j'ai acheté un bouquin de philo parce que j'avais vu votre vidéo sur Aldous Huxley, et puis Aldous Huxley qui a écrit un bouquin de philo aussi. Voilà, donc c'est un bouquin exigeant, difficile, et puis je me dis tiens, voilà. Voilà ce que ça peut produire. Et quand je vois ça, je me dis, tiens, c'est extraordinaire. Là, je me dis, j'ai bien fait il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là, c'est-à-dire en dehors du système scolaire, en dehors du cadre scolaire, qui, encore une fois, j'ai pas du tout les solutions pour comment le changer, comment le faire évoluer, parce qu'il a forcément une certaine pesanteur. Déjà, comment enseigner en masse, Socrate n'enseignait pas en masse. Socrate, il rencontrait des gens comme ça au gré de ses promenades. Et puis il dialoguait avec eux, il avait ce qu'on appelle le dialogue socratique, et puis il y avait un vrai... On ne peut pas faire ça devant 35 élèves, c'est impossible. Moi j'aimerais beaucoup faire du dialogue socratique avec les élèves et faire tout mon cours sous forme de questionnement et rendre l'élève acteur, mais c'est pas possible. Donc, alors je dis pas non plus que sur YouTube c'est possible, justement. Voilà. C'est pour ça qu'il faut maintenir un rapport, une vraie relation, je crois. C'est ça, c'est-à-dire que YouTube ne doit surtout pas remplacer. Je crois que ce serait désastreux. Et là, je réponds à la question que j'ai posée, à ma question liminaire. On ne doit pas, surtout pas, remplacer ce rapport d'enseignant, de maître à élève, dont Socrate parlait tellement bien. Et d'ailleurs, Socrate pensait que ce rapport maître-élève était menacé par l'écriture. C'est-à-dire que l'écrit, une fois que c'est écrit dans un bouquin, ça se balade, et puis il n'y a plus besoin du rapport maître à élève. Moi, je pense que le rapport maître à élève est fondamental, et je vais juste, pour terminer, raconter une petite anecdote. C'est que l'année de ma titularisation, j'ai eu une inspection, et pendant cette inspection, alors le sujet que j'avais traité, c'était la culture empêche-t-elle la barbarie, et c'était, je crois, juste après les attentats du Bataclan, je crois, donc il y avait un climat un petit peu tendu entre les élèves.
Et voilà, certaines positions un peu d'extrême droite. Voilà. Bon, il y avait des choses comme ça. Certains élèves se sentaient finalement un petit peu agressés par les réactions qu'il pouvait y avoir après ces attentats. Et du coup, il y a eu donc il y avait l'inspecteur au fond de la salle, et il y a une sorte de dispute qui a éclaté comme ça en pleine inspection. Alors vous imaginez, voilà, il transpirait, voilà, et vous imaginez mon état de stress pendant l'entretien ensuite. Et là, je dois dire que mon inspecteur m'a fait la plus grande leçon de philo, je crois, de ma vie. Moi, j'étais stressé, je me suis dit, bon, ça s'est mal passé, quoi. Et il m'a dit, mais non, c'est formidable. C'est ça, un bon cours de philo. Un bon cours de philo, c'est quand il peut y avoir... Un bon cours de philo, il peut y avoir des rires, des larmes. Ça peut arriver qu'un élève s'énerve. Ça m'est arrivé, des fois. Voilà, et je crois que c'est un cours réussi. Un cours réussi, c'est... Alors justement, là, on est dans la question du transfert, des émotions. On n'est plus dans un savoir désincarné, un savoir mort, mais on est dans un savoir vivant, dans une relation. Et c'est ça qui est fondamental, je crois. En tout cas, dans l'enseignement de la philosophie, je ne peux pas parler à la place pour les autres matières. Je crois que dans d'autres matières, c'est le cas aussi. Mais en tout cas, en philosophie, un bon cours, c'est justement un cours dans lequel un élève peut avoir des émotions, et le prof aussi, pourquoi pas. Il peut y avoir... voilà, il y a quelque chose qui se passe. En psychanalyse, on appelle ça le transfert. Bon... c'est-à-dire qu'il y a autre chose qu'un savoir mort qui se transmet comme ça, soit par une plateforme vidéo, soit par un écrit. Le problème est déjà vieux, voilà. Et je crois que, voilà, du coup, il y a des horizons formidables qui sont ouverts aujourd'hui par l'enseignement sur YouTube, en vidéo, et j'ai donné un exemple. Mais en même temps, il faut se méfier de la perte de la véritable relation maître-élève, alors qui n'est pas menacée que par le numérique, qui est aussi menacée par le fait d'avoir des classes à 35 élèves, qui est menacée par plein d'autres choses. Mais ça, peut-être, voilà, Guy Heitz et Marc Ness en parleront mieux que moi. Oui, monsieur Naïs, vous vouliez intervenir. Oui, alors juste pour remettre les chiffres à leur place, je n'ai pas parlé 90% de cours qui soient à l'extérieur, ni d'apprentissage, mais d'information qui prennent de l'extérieur. C'est différent d'être exposé à une information et de suivre un enseignement. Juste pour reprendre un petit peu la question qu'a posée Sarah Sanaïs tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait pour effectivement apprendre à nos élèves à prendre cette dimension-là, parce que le numérique, effectivement, n'est pas inné. Moi, je fais partie des personnes qui contestent un petit peu cette notion de digital native, selon laquelle on pourrait imaginer que le fait d'être né dans une période où le numérique existe déjà, ça nous donne déjà plus ou moins des gènes qui nous permettraient d'être plus ou moins déjà habiles avec ce genre d'outils. Je parle là devant le professeur Nizan, donc je peux me permettre de dire des choses comme ça, alors qu'il n'y a pas de prédisposition à l'utilisation de ces outils-là, ça s'apprend comme beaucoup de choses. Et c'est là que l'école a encore une place à jouer. Et là, moi, je crois énormément encore toujours aux valeurs de l'école de la République, puisque si on ne met pas en classe des situations pour permettre aux enseignants d'expliquer, d'apprendre à nos enfants à maîtriser ces petits machins-là qui sont dans la poche de chacun, eh bien, on va laisser après encore cette inégalité, cette fracture, qui devient une fracture numérique d'ailleurs, s'installer, se conforter, et laisser en fait aux familles qui ont cette culture à la maison pour pouvoir la transmettre à leurs enfants, et puis ensuite abandonner les autres enfants qui, eux, n'ont pas la possibilité, alors que ce sont souvent eux qui sont les mieux équipés. Alors on va terminer par quoi ? Eh bien, on va terminer par, justement, tout à l'heure, Lev en parlait, cette information, cette culture qui va nous arriver à travers un certain nombre de réseaux. Alors je vais parler de réseaux sociaux, parce que lui, c'est un animateur des réseaux sociaux. Alors ces contenus sont plus intéressants qu'on va trouver sur d'autres contenus, mais rappelons quand même que ces fameux GAFAM, alors c'est un acronyme que vous connaissez, qui résume en fait les gros consortiums du net. Les GAFAM nous créent du contenu non pas pour nous acculturer à une culture, on va dire, qui serait humaniste, mais une culture qui est avant tout commerciale. C'est le modèle économique derrière qui est inscrit et qui est ensuite à destination de nos enfants, puisque eux, de par leur disponibilité temporelle, cérébrale et autres, leur fraîcheur cérébrale aussi, sont des victimes, entre guillemets, les premières victimes de ce type on va dire, de système de création d'informations. Ils en sont des consommateurs et c'est à nous d'en faire des acteurs. Donc, Lev à côté de moi en est un acteur puisqu'il a repris un de ses réseaux sociaux pour y mettre du contenu.
mais tous les élèves ne savent pas encore le faire. Donc je pense que l'école doit être un endroit aussi où on construit. Et je serais partisan, d'ailleurs il y en a qui le font, il y a des enseignants qui le font, peut-être que Guillette en a dans son établissement, des élèves qui construisent eux-mêmes après du contenu, qui construisent des journaux télévisés, qui construisent des vidéos, qui s'expriment dans des langues différentes, parce que le numérique, il permet de faire tout ça. Simplement, il faut le faire avec beaucoup de précautions. Et puis, Sarah a expliqué toutes les précautions qu'il faut prendre, elles sont essentielles. Mais à partir du moment où l'enfant, où on se donne des temps, où on est déconnecté, un lycée 4.0, ce n'est pas un lycée où on fait que du numérique. On a aussi des moments où on se dit, on ne touche pas à l'ordinateur parce qu'on n'en a pas besoin. Quand on fait une manip en SVT ou en physique-chimie, on n'a pas besoin d'avoir un clavier à côté de soi tout le temps. Quand on fait une dissertation, on écrit avec un stylo sur une feuille, parce que l'écriture manuscrite permet de mieux travailler l'expression cérébrale et permet de mieux apprendre quand on est en train d'écrire par exemple le cours d'un enseignant, sauf des cas particuliers. Effectivement, il y a des élèves pour lesquels l'écriture tapuscrite les imprègne mieux, mais voilà, on s'adapte. Donc il y a vraiment dans tout ça une vraie notion. Enseigner, c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc il faut savoir jouer de cette difficulté, parce qu'on a des outils nouveaux, il faut savoir les prendre en main. Merci. On va passer aux questions de la salle. Je suis sûre qu'il y a... Alors, je vais juste m'octroyer aussi la première question. Là, vous avez parlé de lycée 4.0. Ça me fait penser à une vidéo qui circule sur Internet que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue. C'est une vidéo américaine avec ce qui se passe dans un tribunal. Sur le banc des accusés, il y a l'éducation nationale. Et là, il y a quelqu'un avec un très fort accent américain qui raconte, voilà, là, ça c'est la photo d'un téléphone il y a 50 ans. Ça, c'est la photo d'une télévision il y a 50 ans. Et il montre l'évolution. Et puis, on voit l'école il y a 70 ans et voilà l'école maintenant. Et on voit que c'est sensiblement la même chose. Alors, les tablettes, que les tablettes fassent une entrée dans les collèges et les lycées, ça semble effectivement d'actualité. J'imagine qu'il y a une certaine dose d'interactivité, mais finalement, que le bled soit dans un papier ou dans un format tablette, hormis le poids dans le sac à dos, je pense que la différence n'est pas énorme. Par rapport au contenu Internet, justement, qu'on peut trouver sur les tablettes, mais qui n'est pas forcément présent dans les lycées, moi je sais à titre personnel qu'il est possible de préparer tout un forum européen de bioéthique en écoutant des podcasts, en allant faire des recherches sur Wikipédia. Et donc, on a une mine d'informations qui est absolument extraordinaire. Donc, vous avez parlé des GAFAM. Bien évidemment, il y a c'est la cour des miracles. Il y a des choses absolument abominables. Il y a des contenus qui sont faux, mais il y a aussi des contenus qui, non seulement dans le contenu, mais également dans la manière de le présenter, apportent des éléments d'information qui, parfois, me semble-t-il, parlent plus aux jeunes des collèges et des lycées que certains formats de cours qui sont donnés dans les écoles. Alors je voulais savoir si dans l'enceinte du rectorat, on avait justement une discussion, non pas pour réformer le support, mais pour réformer peut-être la manière dont on va faire apprendre les choses. Complètement. Non seulement on a la discussion, mais c'est notre cible. C'est-à-dire que mettre entre les mains d'un enseignant qui appréhende déjà la modification de ses pratiques, le questionnement, ça fait partie du métier d'enseignant, je vous le disais tout à l'heure, c'est difficile, c'est une des difficultés, mais c'est ce qui en fait aussi un des plus beaux métiers, parce qu'il faut se remettre en question tous les jours. Tous les jours, on a des élèves, c'est peut-être les mêmes pendant un an, mais chaque jour, ils sont différents. Un jour, ils sont fatigués, le lendemain, il y en a un qui... Voilà. Et puis nous aussi, on est différents. Donc chaque jour, on réinvente cette relation, la relation dont parlait l'élève aussi tout à l'heure. Donc le fait de leur mettre un outil numérique entre les mains, ça ne va pas en faire une baguette magique. Il faut que le numérique soit au service du questionnement de la pratique pédagogique et de l'innovation. À ce moment-là, c'est là qu'on détient après, si je puis dire, une des clés de l'enseignement, parce que l'enseignement doit toujours être capable de s'adapter face à son public. Mais c'est une des clés, mais en même temps, il ne faut pas oublier, c'est aussi une finalité. On en reparlera tout à l'heure. Ce n'est pas qu'un outil au service de l'apprentissage, c'est aussi une finalité. Le numérique permet, mais le numérique oblige aussi. Il faut aussi qu'on apprenne à nos enfants à évoluer dans ce monde numérique. Donc ça ne se fait pas tout seul. En continuité avec ce que vient de dire Aurélien, j'ai une collègue qui est partie au Canada et donc qui a mis ses enfants à l'école canadienne. Et son fils qui est en 4e, on leur a demandé d'avoir des projets. Alors en termes d'intégration, chaque enfant n'est pas égaux, donc chacun a ses projets au niveau où il peut les mettre à peu près, donc ce qui permet aussi une certaine réussite plutôt que de donner un projet à tout le monde et le même projet. Et puis on leur demande de faire une recherche, d'abord savoir si cette question scientifique par exemple a déjà été posée, qu'est-ce qui a été répondu, si ça n'a pas été le cas ou de la même façon, faire une bibliographie, une discussion et finalement dans la discussion éventuellement critiquer les choses qui ont pu être sorties et voir si
ils ont pu trouver une réponse ou pas à cette question qu'ils avaient posée. Donc quand elle m'a dit ça, elle-même me dit c'est formidable parce qu'en fait les enfants apprennent à utiliser le numérique, l'utilisent de façon intelligente. C'est ce qu'on apprend finalement aux étudiants du 3e cycle qui viennent, on leur demande ça et nous médecins c'est ce qu'on nous demande. Et ça s'adresse à des enfants de 4 ans, donc dans la même continuité qu'Aurélien. Ça veut dire qu'il faudrait changer la façon dont on aborde l'enseignement par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Alors, je ne sais pas, Sarah Sananès, par rapport aux écrans et aux enfants de 4 ans, peut-être que... C'était 4 ans ou 4e? 4e. Ah, j'ai mal compris. Non, mais pardon. oui, c'est vrai qu'à la fin. Ouais. Parce que 4e, c'est formidable. Moi, c'est avant, c'est chez les tout petits que je dis qu'il faut faire très attention pour permettre tout ça ensuite. Quelqu'un peut-être. Marc-Anne Nice. Le fait de faire une recherche, c'est effectivement quelque chose qui s'apprend, comme beaucoup d'autres choses. J'ai vu, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'étais dans un établissement scolaire où j'assistais à une séquence, justement, où les élèves avaient à faire une recherche et puis analyser les résultats de cette recherche. Donc l'enseignant avait déjà mis l'élève dans la bonne démarche, parce qu'il fallait qu'il porte un regard critique sur le résultat que lui avait donné son moteur de recherche préféré. Je posais la question à l'élève: pourquoi est-ce que tu considères que cette requête, et notamment les résultats, sont pertinents? Je le dis avec d'autres mots. Il m'a dit, c'est pas compliqué, je regarde, si ça apparaît plusieurs fois, c'est que c'est juste. Donc on remplace tout doucement, effectivement, la notion de légitimité par celle de popularité. Pourquoi la popularité? Parce que derrière un réseau social, ou alors un moteur de recherche, il y a un algorithme, soit un algorithme qui va faire de l'autosuggestion ou de la suggestion de contenu, ou alors qui va justement faire en sorte que si vous êtes juriste ou si vous êtes chaudronnier, quand vous allez taper barreau, vous allez tomber soit sur des sites qui vont vous présenter des barreaux dans le terme juriste, ou alors sinon des barreaux de chaise ou des barreaux en métal. C'est-à-dire qu'on va commencer à apprendre de votre profil pour vous faire après des suggestions qui ne sont pas forcément aussi ouvertes que l'on le souhaiterait. Donc il faut apprendre aussi à nos enfants à juger de la véracité, ce regard critique qui permet de se dire « Tiens, on me donne une information, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que ce qu'on me donne, c'est juste ?» Ma fille, quand elle était à l'école un jour, elle rentre de l'école, parce qu'en Alsace, on a de l'enseignement religieux. Elle rentre de l'école et puis elle me dit « Papa, il paraît que grand-père, il est au ciel, il nous regarde. » Son grand-père est décédé. Alors je lui dis « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et puis tout d'un coup, elle était questionnée, elle dit « Mais pourquoi tu me poses cette question-là ?» Je dis « On a essayé de parler de l'image, de la représentation, et tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Parce que l'enseignante leur avait dit que ceux qui étaient morts étaient dans le ciel, il les regardait, il surveillait tout ce qu'ils faisaient, et elle s'est aperçue que ce n'était pas une vérité à prendre comme ça. Alors excusez-moi si pour certains, c'est une donnée intangible, mais pour nous, dans notre famille, c'était quelque chose qui était plus d'une conception intérieure, et qu'il fallait après intérioriser et puis comprendre. Et elle a pleuré. Elle a pleuré parce qu'elle s'est aperçue qu'il fallait porter un regard critique sur ce qu'on lui disait et que finalement le monde adulte, donc même l'école, le fameux magistère, apportait des choses qu'il fallait elle aussi analyser. Et puis donc ce jour-là, elle a mis un pied dans la cour des grands et c'était dur pour elle. Tous nos enfants, tous ceux qu'on a pour lesquels on fournit de l'information à travers un résultat, que ce soit une recherche sur un moteur de recherche ou alors une recherche après avec des moteurs un peu plus professionnels, ou alors on va aussi parfois sur des sites institutionnels où il y a un premier tri qui est fait, cela n'empêche qu'il va falloir aussi aiguiser cette compétence qui n'est pas évidente, parce que nous, on ne l'a pas aussi bien travaillé qu'eux. Avant, quand on allait dans une bibliothèque, on ouvrait un dictionnaire, une encyclopédie. Là, cette encyclopédie, c'était un savoir, on va dire, presque non contradictoire. On pouvait le lire avec une certaine confiance. Avec Internet, c'est différent. Ouais, bonjour. Donc moi, j'ai une question. Effectivement, le numérique aujourd'hui, c'est un outil supplémentaire, ce que vous expliquez dès le début. C'est-à-dire que c'est une façon... supplémentaire de traiter l'information, c'est-à-dire que ça permet de transporter l'information d'un point A à un point B et de la visualiser sur un autre format. Par contre, il y a le fond du problème, c'est la donnée en elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette donnée, elle transite très rapidement sur Internet. Elle arrive très rapidement au niveau des enfants, et comment l'éducation peut traiter ce volume de données. Alors je ne vais pas dire le contrôler, mais faire en sorte qu'il soit bien interprété et assimilé par les enfants, que ce soit les petits, avec les dessins animés qu'on leur met sur les petits téléphones, ou que ce soit par les adolescents
avec tout ce qu'on peut trouver sur le net, quoi. Et comment l'éducation gère ce problème de volume de données et aussi la vitesse de transmission de cette donnée. Monsieur Heitz. Je crois que le rôle central dans cette problématique, c'est l'enseignant. Je pense que l'enseignant, aujourd'hui, se doit de changer de posture et d'éduquer le jeune à cette sélection, à ce tri, à ce choix de la bonne information par rapport à l'autre, par rapport à ce flux, cet afflux d'informations. Aujourd'hui, les jeunes, en dehors de l'école, sont tous hyper connectés à plein de choses. Ils sont hyper connectés sur les réseaux sociaux, sur enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et les informations affluent, des vraies, des fausses. Alors, il y a des conflits type harcèlement, il y a des rumeurs. Donc, et je pense que c'est là que le rôle de l'enseignant change fondamentalement. L'enseignement ne peut plus être seulement l'apporteur de savoir, mais vraiment l'éducateur dans la gestion des informations qu'il reçoit et que l'élève doit à terme savoir trier. Alors c'est un enjeu et c'est un défi, parce que c'est compliqué. On est un tout petit acteur par rapport à un nombre de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Mais je pense que c'est vraiment là la posture de l'enseignant et ça change, c'est en train de changer. Sarah Sananès ? Parce que je trouve que c'est extrêmement compliqué comme attente. Alors je ne sais pas comment vous faites avec les enseignants qui ont cette mission-là, mais l'impression que j'ai actuellement, c'est que la question de l'éthique dans la vie digitale, elle est vertigineuse et les plus grands chercheurs, penseurs de ces questions ont du mal à nous fournir les repères. En tout cas, c'est ce que j'en comprends. Et je me demande comment un enseignant qui était habitué à enseigner dans un fonctionnement institutionnel peut faire ce passage-là et devenir compétent dans le domaine de savoir faire trier à un enfant les informations bonnes, les mauvaises, le respect de sa vie privée, qu'est-ce qui est une fake news, qu'est-ce qui l'est pas. Nous-mêmes, moi, enfin, bon, il se trouve que j'ai des gens très proches qui travaillent dans ce domaine. Sur les médias eux-mêmes, il est très difficile de savoir quels médias sont fiables et ne le sont pas. Et donc, je trouve ça extrêmement ambitieux. Et je vous entendais dire tout à l'heure, et je partage cette idée, je ne voudrais pas être technophobe. Enfin, bien sûr, on vit dans un monde baigné d'écran, il faut bien faire avec. Mais est-ce qu'on a bien conscience des enjeux éthiques qu'on a en face de nous? Est-ce qu'on a bien conscience que se dire qu'on met nos enfants dans ces mondes-là, c'est aussi se demander ce qui est fait des données qui sont relevées d'eux quand ils font une recherche et pas une autre, tout ce profilage peut-être qui est de leur personnalité, de leurs souhaits, de leurs envies, qui sont des choses qui vont évoluer, de la trace que ça laisse. Voilà. Et puis donc ces enseignants dont vous parlez, je comprends et en même temps je trouve ça extrêmement délicat. Voilà. C'est une remarque. C'est un véritable défi, je le disais. Après, moi personnellement, je pense que les enseignants aussi, on croit beaucoup aux petits pas. C'est-à-dire que l'éducation, par des faits simples, identifiables, identifiés, les confronter à des situations conflictuelles dans des pratiques pédagogiques, ça va les initier à la réflexion et à la sélection des informations. Mais c'est du petit pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les situations d'apprentissage ne le permettent pas, mais encore une fois, je crois qu'on n'a pas le choix. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'abstenir de faire cette éthique au sein des classes. Ensuite, pour ce qui concerne la partie suivie d'un élève qui ferait des recherches sur Internet, il a été clair que dans le projet que nous menons, ça a été une barrière fixée au départ. C'est-à-dire que l'élève qui est dans l'établissement ne peut accéder qu'à un nombre de données limité et ne peut pas, par la sécurité qui est mise en place, être repéré par ce qui est extérieur à l'établissement. Donc ça, c'est une sécurisation interne. Il ne peut pas transmettre ces données malgré lui. Non, mais ça, on reste dans un cadre sécurisé. Quand il sort de l'établissement, tout est à nouveau ouvert. On redonne la parole à la salle. Oui, moi je voudrais faire une remarque par rapport à quelque chose qui me semble absent dans la présentation de la table ronde. Je pense que vous ne faites pas assez la distinction entre le support et l'activité. Parce qu'effectivement, la tablette est un outil extraordinaire et irremplaçable pour tout ce qui est multimédia. Mais par exemple, par rapport à la lecture et à l'acquisition des savoirs, est-ce que vous n'avez pas l'impression que parfois le papier est plus puissant?
Par exemple, moi, quand il y a quelque chose que je veux mémoriser, que j'ai trouvé sur Internet, sur Wikipédia, souvent, je le fais, je sais que ce n'est pas très bien, mais j'imprime, parce que je vais mémoriser plus facilement en lisant sur le papier. Par exemple, un chef-d'œuvre de la littérature, est-ce que vous pensez qu'on se l'approprie de la même manière sur un écran qu'à travers un livre? Voilà, donc je crois que la tablette en classe, c'est un outil sans doute extraordinaire, bulletin de vote, en réseau, travail en réseau, mais est-ce que vous insistez quand même auprès des élèves que peut-être, enfin c'est ma conviction, que le papier est un support, il a une matérialité qui permet une appropriation des savoirs tout à fait différente? Oui, monsieur Heitz. Je veux bien répondre. Alors c'est une question qui revient souvent. Alors la première chose que je dis parfois, ça ne plaît pas toujours, c'est que c'est souvent un problème de parents, mais pas forcément le problème d'enfants. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, avec ce qu'on a vécu, le lien au papier, le lien au livre, et j'en fais partie, j'ai un vrai attachement au papier. Mais c'est notre regard par rapport à notre vécu. Je ne suis pas sûr, mais je n'ai pas de position figée là-dessus, je ne suis pas sûr que pour les jeunes qui sont sur une croissance liée à plus de numérique, ça soit forcément toujours obligatoire d'avoir ce support papier. Mais voilà, j'ai peut-être tort, hein, on est dans des domaines où il n'y a pas forcément de blanc, de noir. Maintenant, la multiplicité des supports qu'on peut avoir grâce au numérique n'empêche pas, et je sais que des enseignants le font, que même si on a des manuels numériques en ligne, même si on a des manuels téléchargés sur les tablettes, il reste des temps où on fait acheter des manuels, des ouvrages version papier. Encore une fois, tout n'est pas du numérique. C'est cet équilibre-là qu'il faut en fait trouver. Monsieur Nice. Pour compléter, on est tous, et je rejoins complètement votre question, monsieur, on est tous interpellés par cette question-là. On a besoin des apports de la science. Hein. Donc la science a fait aussi des recherches sur cette question-là. On sait déjà aujourd'hui qu'on n'apprend pas de la même manière quand on écrit, quand on prend des notes avec un stylo sur une feuille, ou alors quand on écrit sur un clavier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc vous avez tout à fait raison, monsieur, le rapport est différent dans l'activité. Par contre, les deux compétences, il faut les acquérir, les deux. Il faut qu'un enfant sache écrire avec un stylo, un crayon, etc. Donc cette écriture manuscrite qui allie le geste en même temps à l'apprentissage facilite la mémorisation. Mais il faut aussi apprendre à taper sur un clavier puisque l'écriture tapuscrite permet notamment de mieux diffuser, de transformer, de créer des contenus plus riches et puis différents. Donc ce sont des compétences différentes. Et comme vient de le dire Guy Heitz, on est peut-être aussi, alors ce n'est pas une question générationnelle, mais en tout cas, à notre époque, on a des élèves qui ont l'obligation maintenant d'acquérir cette double culture, cette culture qu'on appelait avant une culture matérielle et une culture immatérielle, mais j'aime pas trop dire immatérielle, parce que le numérique, c'est toujours stocké quelque part, il y a toujours un disque dur, un ordinateur quelque part, c'est toujours matériel. Mais en tout cas, le support qui est quelque chose qu'on a sous la main est quelque chose qui peut être déporté. Cette double culture, il faut l'acquérir. La lecture sur un écran, c'est pareil. La lecture sur écran n'est pas du tout la même que la lecture d'un livre. La lecture d'un livre, c'est une lecture linéaire. La lecture sur un écran, c'est une lecture par lien hypertexte ou autre. Ce sont deux mécanismes qui sont différents. Il faut acquérir les deux. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur. L'usage est différent et l'usage est tout aussi important que le contenu. Donc ce sont deux choses qu'il faut apprendre. Alors, oui. Très courte. Il y a des parents, dans le cadre du lycée 4.0, qui disposent des versions numériques des livres, mais qui achètent le livre papier en parallèle pour pouvoir suivre leur enfant scolairement. Voilà. Et la deuxième chose, on est dans la réforme du bac. On a aujourd'hui les premières épreuves qui se sont déroulées, là, ce qu'on appelle les E3C. Eh bien, les enseignants, aujourd'hui, corrigent les copies numériques. Donc, on est aussi passé du papier en termes de copies. Alors, vous êtes peut-être concerné, non pas encore, mais ça va venir. On est aussi passé progressivement du papier où on met la remarque sur la copie à la copie numérique qu'on scanne, et on a cet élément-là à corriger. Donc, tout ça, c'est en train de bouger beaucoup. J'imagine que bientôt, il n'y aura plus de copies du tout. Si ça se trouve. J'avais une petite
question par rapport à l'écriture que je me pose depuis un certain temps. Est-ce que finalement, j'ai bien compris que pour vous, l'écriture est nécessaire, notamment pour des moyens mémotechniques, si je comprends bien, mais finalement, on se pose parfois la question de savoir si ça a encore un autre intérêt que celui-là. Est-ce que finalement, et on voit bien que dans la vie professionnelle, on utilise quand même de moins en moins le stylo-plume, est-ce que finalement, ça a encore un intérêt autre que celui de l'apprentissage ? Regardez ce qu'utilisent maintenant les adultes, mais aussi les élèves, quand on leur laisse la liberté, parce que les adultes ont souvent plus de liberté dans le choix des outils, les élèves, parfois, on leur impose. Regardez ce qu'ils utilisent lorsqu'on leur laisse la liberté. Moi, j'ai une tablette, un smartphone et un ordinateur dans le sac. Et puis, j'ai bien sûr des feuilles de papier, un livre, voilà. Donc, j'ai une multitude d'outils qui me sont offerts et je vais sortir celui qui m'intéresse au bon moment. Et vous aurez peut-être remarqué que sur ma tablette, j'utilise un stylo. Alors, je ne le montre pas trop, sinon je vais être accusé de publicité. Mais j'ai réussi à trouver, en fait, dans un outil, ce dont j'avais besoin. Moi, je trouve plus pratique cette écriture manuscrite, mais le numérique m'apporte la possibilité de transporter dans un objet qui n'est pas très lourd l'équivalent de toute une armoire de dossiers que j'aurais constituée pendant l'année. Donc, si on laisse à l'élève cette liberté, parfois on est surpris, nous les adultes, ils vont utiliser des outils qui ne sont pas forcément les mêmes que nous. Donc, je pense que chaque personne, si on lui apprend quels sont les avantages et les inconvénients de chacun des outils, on va s'apercevoir que l'écriture manuscrite, finalement, elle sert à plein de choses. Il y a sûrement des graphistes parmi vous qui vont se dire, mais attendez, l'écriture graphique aussi, elle permet une expression qui est tout autre que celle avec un clavier. En plus, moi, j'ai enseigné la physique-chimie. Essayez de faire un schéma électrique avec un clavier, vous allez passer des heures. Les profs de maths qui utilisent des traitements de texte mathématiques, ils passent des heures sur la texte pour faire des formules de mathématiques. À la main, ça va beaucoup plus vite. Donc, il n'y a pas uniquement ce qu'on citait tout à l'heure en termes de facilité de mémorisation, il y a tout ce que l'écriture manuscrite apporte encore, et je ne suis pas inquiet pour ça. Je ne pense pas qu'elle va disparaître, tout comme les livres. Bonjour, vous avez déjà en partie répondu à ma question. Je voulais quand même savoir, vous parliez tout à l'heure du fait de libérer l'esprit grâce à l'accès très facile aux informations. Donc avant, on cherchait des données que l'on voulait connaître, et maintenant, on est souvent entraîné de recherche en recherche, et on est assailli par toutes sortes d'informations. Donc je voulais vous demander, d'un point de vue plus philosophique, ne pensez-vous pas qu'à la place de libérer l'esprit, on a plutôt remplacé des connaissances utiles par des connaissances inutiles ? C'est une question très compliquée. Vous avez 3 heures. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la fin sur la question des connaissances inutiles. Est-ce qu'on ne remplace pas l'utile par de l'inutile, c'est ça? D'accord. Alors, j'ai un petit peu esquissé la réponse de Michel Serres, qui lui se veut plutôt progressiste et plutôt un défenseur des nouvelles technologies, et il se refuse à critiquer le progrès. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il est naïf sur les changements que ça opère sur l'esprit humain. Et lui, effectivement, il défend cette idée. Alors, il y a eu un débat récemment, il y a quelques années, avec Bernard Stiegler, qui représente un petit peu, on va dire, l'opposé. Bernard Stiegler est plutôt, même s'il n'est pas non plus technophobe, ce serait stupide. Mais voilà, c'est plutôt le versant opposé. Alors, je vais d'abord reprendre le point de vue de Michel Serres. Le point de vue de Michel Serres, c'est effectivement, alors qu'il développe dans cet ouvrage, Petite poussette, si vous voulez aller voir plus loin, cette idée que... Alors, j'ai parlé du fait que les mains, effectivement, ont rendu possible le fait qu'on a perdu l'usage locomoteur des mains. Les mains ne sont plus des pieds, ça ne sert plus à transporter le corps. Et ça les a libérés pour pouvoir faire une activité créative. Donc, ce serait totalement idiot. Donc, on passe de quelque chose... Alors, entre l'utile et l'inutile, c'était utile de se déplacer. Mais ça l'est peut-être encore plus, et ça l'est peut-être et certainement encore plus de pouvoir avoir une activité créative qui va rendre l'humain finalement supérieur à tous les autres animaux sur Terre, bien qu'il soit a priori le plus fragile. Grâce aux mains, finalement, il arrive à être plus fort qu'un mammouth, à être plus fort qu'un requin, que n'importe quel animal sur Terre. Et donc, si on est dans la question de l'utilité, je crois que finalement, libérer un organe de son usage précédent, ça peut en tout cas, je ne sais pas si ça va être le cas pour le cerveau, mais
ça peut amener un progrès immense. En tout cas, on le voit pour les mains. Avec les mains, j'ai une activité créative qui permet de faire des pointes de flèche, qui me permet ensuite, à travers les années, jusqu'à la construction des ordinateurs, des smartphones, etc. Mais aussi des bombes atomiques, évidemment, et de tout ce que ça peut générer aussi. Mais, en tout cas, la position adverse de Bernard Stiegler, ce serait de dire que finalement, l'esprit, ce ne serait pas une libération de l'esprit. Et ça rejoindrait peut-être votre inquiétude. C'est-à-dire qu'on croit, ce que Bernard Stiegler, par exemple, reproche à Michel Serres, c'est de croire que c'est une libération et qu'on va libérer le cerveau d'une ancienne fonction qui aujourd'hui n'a plus aucun sens. C'est-à-dire la mémorisation. Aujourd'hui, un disque dur, vous prenez 1 Tera et puis vous mettez dedans, je veux dire, l'équivalent de je ne sais pas combien de cerveaux humains, je n'ai pas fait le calcul, mais j'imagine qu'on peut stocker aujourd'hui dans une petite clé l'équivalent de millions de mémoires humaines. Donc finalement, ce n'est plus une fonction qu'on attendrait du cerveau. Et on va libérer le cerveau de cette fonction. Et le cerveau, du coup, comme les mains ont été libérées de leur usage locomoteur, le cerveau va être libéré de son usage, on va dire, finalement pas si intéressant que ça, qui est celui de la mémoire. Et donc la mémoire, elle sera stockée à l'extérieur complètement. Et le cerveau va pouvoir être créatif. Voilà. Et alors Bernard Stiegler dit non, mais ça ne fonctionnera pas comme ça pour le cerveau. Alors ce serait un peu long à expliquer, mais c'est-à-dire ça rejoint un peu ce que disait Marc Ness, c'est-à-dire dans le mécanisme même d'apprentissage, il y aurait dans certains procédés comme l'écriture, ce genre de choses qui peuvent pas être, qui en fait sont constitutifs de la manière même dont le cerveau apprend. Donc voilà, j'ai pas de réponse précise là-dessus, mais c'est un petit peu le débat aujourd'hui. Hein. C'est voilà, 2 intellectuels aujourd'hui qui débattent sur cette question-là. Oui, merci pour votre table ronde, là, tout à fait passionnante. Donc on parle de l'apprentissage des enfants. Moi, je suis retraité, je suis un consommateur absolument effréné de systèmes informatiques comme vous. J'ai mon smartphone, ma tablette, etc., etc. Et je ne sais même pas comment j'ai pu faire avant pour travailler quand je n'avais pas ça. Mais c'est la question des enfants. Moi, il y a une chose qui m'intrigue. Alors bon, on est en France, on est souvent à vouloir recréer l'eau tiède. Quand on lit des articles dans le New York Times ou dans d'autres, que dans la Silicon Valley, les ingénieurs, et ça avait commencé par Bill Gates, Steve Jobs, Zuckerberg, et puis les nouvelles générations de la tech dans la Silicon Valley, semblerait qu'ils mettent un frein à l'utilisation des systèmes pour leurs enfants. Et qu'ils mettraient, alors moi sous conditionnel, je vous pose la question, vous savez sûrement mieux que moi, qu'ils commencent à remettre les enfants dans des écoles traditionnelles. Comment on explique ça ? Ils ont peur de quoi finalement, ces créateurs ? Marc Nice ? Oui, alors comme pour toute littérature, je pense qu'il faut la lire jusqu'au bout. Vous avez déjà présenté ce qu'on entend souvent, à savoir les grands titres. En fait, déjà, ce phénomène, il est très réduit. Il n'est pas si important qu'on l'imagine. Et deuxièmement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de numérique dans ces écoles qu'ils y mettent leurs enfants, c'est parce qu'il y a des pédagogies qui y sont enseignées, des pédagogies notamment, des pédagogies Freinet, Montessori et autres que vous connaissez sûrement. Donc ce n'est pas le numérique qui les a fait fuir d'une école et les fait envoyer vers une autre, mais c'est une recherche d'abord d'une autre forme de pédagogie qui est d'ailleurs très souvent recherchée par des catégories socio-professionnelles assez élevées. Donc il y a déjà ça. Et puis après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que très rapidement, au bout d'un moment, ils remettent une couche et ils ramènent leurs enfants vers une surconsommation après de claviers et autres outils numériques. Donc c'est qu'une phase transitoire. L'interprétation selon laquelle on pourrait imaginer que les grands acteurs du numérique mettraient leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de numérique, parce qu'en fait, ce qu'ils construisent, eux, c'est du mauvais, c'est une interprétation qui est plus, à mon sens, de l'ordre de l'amalgame, ou alors, on va dire, d'une surinterprétation que ce qui colle avec la réalité. Mais par contre, il est vrai, et là, c'est ce que disait Sarah Sananes tout à l'heure, il y a des âges auxquels il faut consacrer d'abord l'éveil de l'enfant à tout un tas d'autres
sans stimulus, etc. Et donc notamment pour les plus petits. Et c'est pas parce qu'on joue sur un ordinateur qu'on va développer les mêmes sens que quand on joue sur l'ordinateur. Il faut aussi jouer dehors, il faut aussi manipuler, et quand on est un adolescent, il faut aussi le faire. Donc on revient à tout ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Je pense que les enfants des grands champions des GAFAM eh bien, savent que leurs enfants, il faut aussi qu'ils apprennent le numérique à l'école. Sarah Sananès ? Mais vous avez dit ce que j'allais ajouter, c'est que je pense qu'il y a un temps pour tout. Et effectivement, peut-être que dans ces articles, on parlait aussi du bas âge et des garderies qui sont proposées à ces enfants-là, avec vous avez dit des pédagogies alternatives. Et si on fait bien attention tout petit, on peut encore mieux apprendre à utiliser les écrans ensuite. Et une petite question par rapport à la privation qu'il faudrait en fait imposer à nos petits. Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de générer chez eux beaucoup de désirs par rapport à ces écrans et est-ce qu'ils ne vont pas devenir un peu plus addicts comme on a tendance à le penser ? Si on parle des tout petits, je ne crois pas qu'un bébé demande qu'on allume la télé. Je pense qu'un bébé, on répond aux besoins qu'il croit avoir et les parents ont des tas d'idées pour lesquelles ils mettent des bébés devant les écrans. En 1970, l'âge aux États-Unis, les études américaines nous ont précédé les études françaises. L'âge moyen de première exposition aux écrans, c'était 4 ans. En 2007, c'était 4 mois. Si on veut donner un chiffre un peu aussi frappant, quand il y a une télé allumée, un enfant, il entend 25% de mots en moins dans sa journée. On sait que la quantité de mots entendus à 3 ans est prédictive des compétences cognitives, sociales et scolaires ultérieures. Donc je crois qu'il n'y a pas tellement à hésiter sur le côté d'être très restrictif. C'est pour ça que j'ai un discours assez dur pour les tout petits qui avant n'étaient pas exposés. C'est assez récent que les très petits soient exposés, baignés comme ça tout le temps, qu'il y ait les smartphones au milieu des relations, je ne crois pas qu'un petit réclame, et quand on est souvent interpellé chez les tout petits enfants quand il y a des troubles. Il y a même des collègues qui ont décrit des syndromes particuliers d'enfants surexposés, des troubles, des tableaux cliniques qu'ils présentent. Quand je reçois certains enfants, je demande toujours la consommation d'écran. Certains enfants surexposés qui présentent des troubles, c'est la question des vulnérabilités dont je parlais tout à l'heure. Je demande qu'il y ait un arrêt complet. Il n'y a plus de réclamation par les enfants. En général, dans les quelques jours, voire la semaine qui suit, l'enfant n'est pas fabriqué pour être devant un écran, ça le rend captif, il est passif, il est fait pour jouer dans les 3 dimensions de l'espace. Vous avez vu, je mets les mains, avec ses mains, avec le monde, et c'est pas lui qui va le réclamer. Je pense à nous de modifier notre rapport à ça. Les plus grands, je pense que c'est très différent, mais pour les tout petits, pour la dimension vraiment restrictive qui concerne les moins de 3 ans, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir dans ce registre. Bonjour. Ma question va être plutôt sociale et ce serait dans quelle mesure en fait encadrer dans un établissement scolaire connecté les différentes dérives liées aux réseaux sociaux et notamment le harcèlement scolaire. C'est la question de la protection par rapport aux réseaux sociaux. Alors, par rapport au harcèlement ou à tout ce qu'il peut y avoir comme conséquence de ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux, évidemment, l'établissement ne peut pas être exempt de ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a pas cette île déserte au milieu de l'océan, mais il y a une éducation. Et je pense que là encore, l'établissement, l'école a un rôle à jouer dans l'éducation sur ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire, sur l'autre, le respect. Alors moi j'aime souvent parler d'humanisation, de tout ce qui est relation entre les personnes. Et c'est vrai que ça passe souvent par le fait de ne plus aller sur des écrans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la dose ou la difficulté de gérer un conflit, parce qu'il y en a au quotidien, est trop forte, et ben c'est le fait, en tout cas dans l'enceinte de l'établissement, de ne plus autoriser l'usage de l'outil, avec une éducation qui va avec. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait. Je vais vous demander des réponses brèves, parce qu'il y a encore beaucoup de questions dans la salle, semble-t-il.
Alors, vous avez mis en place assez rapidement la procédure, la démarche de lycée 4.0. Quelles sont les procédures d'évaluation que vous avez mises en place pour trouver le bon équilibre entre le papier, l'écriture, les écrans? Parce qu'il y a notamment cette problématique de prendre des notes sur les ordinateurs et donc de perdre l'écriture ou de s'éloigner de l'écriture qui est un facteur d'apprentissage. Donc, quels sont les dispositifs que vous avez mis en place pour trouver ce bon équilibre? Monsieur Nice. On a dit qu'il fallait aller très vite. Alors, premièrement, sur cette question-là, on n'a pas mis en place de processus d'évaluation parce que pour l'instant, dans l'évolution des pratiques des enseignants, c'est un phénomène qui est beaucoup plus long. C'est-à-dire que pour qu'on puisse voir un impact sur la capacité d'apprendre d'un enfant, ça ne va pas se faire dans les 3 années qui sont celles du démarrage du lycée 4.0. Par contre, dans un lycée 4.0, on écrit à la main. C'est des enseignants qui disent qu'il faut taper sur un clavier, c'est peut-être qu'ils ont pris cette liberté. Mais en tout cas, un lycée 4.0, on ne demande pas aux élèves d'écrire sur un clavier. Ça reste de la liberté pédagogique de l'enseignant. Si l'enseignant décide de le faire, il le fait. S'il ne veut pas le faire, il ne le fait pas. Donc ce n'est pas de mon ressort en tout cas. Merci. Moi, j'ai 2 petites remarques. D'une part, on entend souvent les enfants dire mon prof ne m'aime pas, ou je n'aime pas mon prof. On a beau leur dire qu'ils ne sont pas là pour ça. C'est quand même récurrent et c'est au niveau du collège et du lycée. Donc ce rapport un peu séducteur, entre guillemets, il faut faire attention actuellement, mais il y a un rapport qui se crée et qui est un rapport du côté de l'affect. Donc avec des écrans, à moins que quelqu'un dirige bien les choses. Et la deuxième question, qui est peut-être pour introduire le prochain colloque, c'est le côté énergivore de toutes ces tablettes, qui est absolument gigantesque. Voilà. Qui veut répondre à cette question? Alors, le côté énergivore, je vais très vite. Je réinsiste. On doit apprendre aux élèves à ne sortir de l'ordinateur que quand ils en ont besoin. Donc, à partir de là, on apprend aussi à faire un usage raisonné. Ça fait partie de l'apprentissage, comme un ordinateur, une tablette, mais aussi tous les autres appareils qui consomment de l'énergie. Ça fait partie de la prise de conscience et de l'apprentissage. Pour la relation qui existe, je l'ai dit tout au début, contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai moi-même été surpris, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est-à-dire on crée plus de relations, en tout cas plus de relations de confiance entre l'enfant et l'enseignant du fait du numérique. Parce que l'écart qui pouvait exister entre le sachant et l'élève est beaucoup plus faible aujourd'hui et l'enseignant ne peut pas exister, mais disons, ne peut avoir la confiance de l'élève que si il est dans la bonne il se place dans la bonne position. C'est-à-dire que je suis à côté de toi, je ne suis plus en face de toi, et cette relation entre l'enseignant et l'enseigné est renforcée par le numérique. Et c'est la même chose entre les élèves. C'est-à-dire qu'on arrive beaucoup plus facilement à faire travailler des élèves ensemble grâce au numérique qu'on ne pouvait le faire par le passé. Donc on renforce plutôt la relation que l'inverse. Bonsoir, j'aurais une question à vous poser concernant l'enseignement et plus largement l'apprentissage des langues vivantes et des autres d'ailleurs. Il y a quelque temps, j'avais une de mes petites filles à la maison et elle avait quelques devoirs à faire et en passant, je regardais ce qu'elle faisait et j'ai vu qu'elle traduisait son texte d'anglais avec Google Translator. Alors, le résultat était catastrophique. Et ça m'a interrogé sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe des traducteurs automatiques. Il existe même des outils qui vous permettent de parler dans votre langue et de translater ou de traduire ce que vous dites dans la langue que vous voulez. Alors, comment est-ce que vous appréhendez les outils numériques aujourd'hui dans le cadre de l'apprentissage des langues vivantes? Ça me paraît compliqué. Alors, évidemment, c'est un exemple sans doute un peu caricatural, mais ça existe dans d'autres disciplines, hein, la problématique de l'outil numérique qui apporte la réponse tout de suite. Même dans les sujets d'épreuve du bac ou autres, aujourd'hui, on est plutôt en train de se dire on ne va plus utiliser la calculette parce que c'est plus la réflexion que le calcul. Alors, je n'ai pas de réponse à ça. Hein, je ne veux pas juger l'enseignant pour ce qu'il a fait ou demandé. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, le numérique, par exemple, et ça je le vis au quotidien, ce qui n'était pas possible avant, l'élève va s'enregistrer sur une tablette et la correction de l'enseignant va pouvoir se faire sur un enregistrement. Et c'est individuel. Et c'est vrai qu'on est à 30 et plus par classe.
c'est toujours compliqué, puis c'est vrai que la France a sans doute un retard par rapport à l'apprentissage des langues, mais le numérique permet d'avoir un cheminement inverse, c'est-à-dire qu'on peut individuellement enregistrer, s'enregistrer, se faire corriger. On ne réglera pas le problème du bon outil de traduction. Hein. Je veux dire, ça, c'est plus... voilà, c'est dans l'enseignement même. Mais l'outil numérique apporte quelque chose dans l'apprentissage des langues. Monsieur Nice ? Oui, Guy Heitz a pratiquement tout dit. N'oublions pas aussi, alors bon, c'est vrai que si on prend une classe de 35 élèves, qui est à peu près la moyenne maintenant, 55 minutes de cours, ça fait un peu plus d'une minute d'exposition à la langue par élève si chacun se mettait à parler sans que le professeur parle. Donc vous voyez déjà, le temps d'expression orale est très limité. Avec le numérique, on peut permettre effectivement, comme le dit Guy Heitz, à l'élève de s'enregistrer. Alors ça ne vaut pas la relation humaine, on est d'accord, mais ça permet au moins de travailler l'expression, de se réécouter, de se enregistrer, de recommencer. Donc on a un droit à l'erreur qui est plus intéressant. C'est un outil qui aide l'enseignant. Moi, je fais confiance aux enseignants pour qu'ils sachent reconnaître une traduction de Google Trad par rapport à celle qui a été créée par l'élève. Et puis quand l'élève doit créer, doit produire, cette fois-ci, il n'utilise plus l'outil. Hein. Par contre, j'ai discuté l'autre jour avec un inspecteur qui est inspecteur dans LSF, langue des signes française. Donc, il est sourd. Hein, il s'exprime pas oralement, il est sourd. Et moi, je ne peux pas lui parler, je ne connais pas la LSF. Donc lui, il utilise un appareil et donc il me parle avec un appareil. Donc je parle dans son appareil qui traduit directement et puis lui, après, il fait des signes et ça me le retraduit en français. Alors avec quelques maladresses, mais cette intelligence artificielle a aussi parfois des bons côtés. Je vais me permettre, la dernière question, elle est double. Tout d'abord, concernant l'enseignement, il se trouve que ça fait très longtemps que j'enseigne et en première année de médecine et je faisais depuis très longtemps un cours sur l'eugénisme dans le cadre de l'enseignement de sciences humaines. Et il se trouve qu'un collègue m'a donné l'adresse sur YouTube de cours sur l'eugénisme. J'ai pris un très grand coup de déprime, car des jeunes de 25-30 ans faisaient avec plein d'artifices vidéo des cours bien meilleurs que le mien et bien plus faciles à suivre que celui que je faisais au... Alors, ma première partie de question, c'est comment les enseignants vont-ils s'adapter à la performance pédagogique que l'on arrive à retrouver sur le net. Personnellement, à titre personnel, je suis écrasé par la qualité pédagogique des cours que j'ai pu trouver sur un sujet qui m'est cher depuis longtemps. Et ma deuxième question s'adresse à la pédopsychiatre. On sait bien que quand l'intention de quelqu'un est perverse, ça donne des troubles sur l'objet de cette intention. Quand on vous donne un PV pour remplir les caisses de l'État, ça fâche les gens à qui on a donné des PV. Quand on donne une tablette à un enfant pour se débarrasser de lui et pour qu'il fasse moins de bruit, c'est susceptible d'entraîner des troubles. Est-ce qu'il n'y a pas dans la manière d'utiliser les écrans et les tablettes une certaine forme de décrochage entre l'intention de l'adulte et le profit de l'enfant qui serait nuisible à l'enfant? Et est-ce que, plutôt que de mettre des 3, 6, 9, 12 qui sont, j'allais dire, simples à comprendre, mais qui ont le déficit de la simplicité, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de dire aux parents: donnez une tablette à l'enfant dans l'intérêt de l'enfant et pas dans le vôtre? Alors, on commence par peut-être la première partie de la question sur les vidéos. Je peux répondre rapidement à la première partie. Je crois beaucoup en ce qu'on appelle une organisation auto-apprenante. C'est-à-dire dans un cercle, que ce soit un établissement scolaire ou une autre entité, il y a toujours un jeune qui sait mieux, quelqu'un qui est plus expert dans un domaine. Et quand, dans cette entité-là, on arrive à collaborer, on apprend beaucoup les uns des autres. Ça fonctionne relativement bien. Alors ça part au départ, évidemment, sur des formations minimales, mais l'auto-apprentissage par les pairs, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Et on est un petit peu moins décalé, parce qu'évidemment, on est très très vite perdu si on n'est pas en permanence au fait des nouveautés. Marc Nice, sur cette question ? La configuration dans laquelle vous êtes quand vous enseignez dans un amphithéâtre
vous prête essentiellement à faire du cours magistral. J'ôte tout côté péjoratif dans ce que je dis. Le cours magistral, on l'imagine très bien, parfois peut être très facilement, pas forcément remplacé, mais en tout cas complété, ou voire même remplacé parfois par effectivement une vidéo ou autre. Donc là, avec tous les artifices et puis le temps de recherche et la possibilité de se réenregistrer, de refaire, amène une qualité que l'on n'a pas quand on fait du face-à-face en live, je vais le dire comme ça. Par contre, ce fameux face-à-face en temps réel apporte une autre dimension. Et puis quand on revient dans un établissement scolaire, premier degré, second degré, donc collège, lycée, eh bien, il y a toute l'activité, l'interaction entre l'enseignant et les activités que met en place. Vous le savez très bien, qui sont de moins en moins du face-à-face pédagogique, de moins en moins du cours magistral, mais des activités dans lesquelles l'enfant tient compte plus de son individualité, on les fait avancer à des rythmes différents. Là, je suis désolé, la vidéo elle ne servira à rien, sauf à faire ce qu'on appelle parfois aussi, certains d'entre vous connaissent, le terme de classe inversée, à savoir tout ce qui est transmissif, on peut le mettre sur un contenu numérique ou papier d'ailleurs, une vidéo, un texte, etc. Et après, l'interaction, les questions, les exercices, tout ce qui va se passer entre les humains, c'est ce qu'on appelle la pédagogie mutuelle aussi, c'est ce que disait Guy Heitz, les interactions entre les gens, ça ne se remplace pas par une vidéo. Lève. La première question est très, très forte et ça rejoint un petit peu la question que j'avais posée au début. Et moi, je me suis déjà... Enfin, quand il y a un élève qui vient nous voir à la fin du cours et qui dit « Ah tiens, mais il y a cette vidéo-là sur ce cours » et qu'on regarde et on est toujours un petit peu vexé parce qu'on se dit « Tiens, mais... » Alors ça m'est même arrivé des fois de trouver tellement bien certaines vidéos que je les ai projetées en classe et je me suis dit « Tiens, mais je sers à quoi ici ?» Et d'ailleurs, quand moi j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai remarqué que j'ai pas toujours eu des réactions très positives des collègues parce qu'ils se sentent un petit peu menacés. Parce que, et c'est un peu idiot aussi parce qu'effectivement, moi j'ai le temps, je suis devant la caméra, je peux faire des montages, je peux rendre ça attrayant et tout ça, tout ce qu'on peut pas forcément faire. Et voilà, il y a beaucoup de préparation. Donc ça peut finalement aboutir à un cours meilleur que ce dont un prof est capable, comme ça, voilà, en live, de produire. Et du coup, c'est une vraie question. Et je crois que Marc Ness a en grande partie répondu à la question. Et alors en philo, moi je peux répondre juste en philo. Je ne sais pas exactement dans d'autres matières et pour la question du cours magistral. Mais peut-être que le cours magistral va être menacé, effectivement, de disparition, ça j'y crois. Par contre, effectivement, la relation maître à élève dont j'ai parlé un petit peu avec la problématique socratique, ça effectivement, c'est pas encore possible. Alors c'est vrai qu'au niveau de la pure performance, si on parle, puisque c'est le mot que vous avez utilisé, en termes de performance, oui, je pense que beaucoup de profs se sentiront en dessous de ce qui peut être produit aujourd'hui avec des contenus de très bonne qualité, pas toujours, mais quelquefois il y a des contenus de très bonne qualité. Bon, c'est un peu compliqué aussi pour l'élève de faire la distinction entre ce qui est de bonne qualité et ce qui ne l'est pas, puisqu'il ne connaît pas, voilà, il n'a pas une maîtrise assez bonne de sa matière. Mais oui, voilà, c'est ce qui va rester, au-delà de la performance, je crois, c'est effectivement cette relation, la relation de questionnement, toute cette dimension humaine qui fait que, en tout cas en philosophie, ça n'est pas simplement la transmission d'un savoir désincarné, mais c'est la possibilité de bouleverser. Je crois qu'un cours de philo, c'est avant tout arriver à bouleverser, à brusquer la doxa, ce que les Grecs appelaient la doxa, c'est-à-dire l'opinion. Et ça se fait avec chaque élève de manière individuelle. C'est parfois pas facile à faire aujourd'hui avec les conditions qu'on a, mais je crois que c'est ça, un bon cours de philo, c'est arriver à brusquer l'opinion, bouleverser ça, ce qui peut produire parfois de l'émotion, voilà, puisqu'on parle de sujets, de la religion, de Dieu, du désir, de l'inconscient, du deuil, et parfois ça fait référence à des choses dans la vie des élèves eux-mêmes, qui est parfois, on touche à des choses très sensibles, mais c'est ça qui est intéressant, je crois. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Sarah Sananès sur l'intérêt de l'enfant. Alors, l'intérêt de l'enfant, oui, mais je crois qu'on ne peut pas demander aux parents d'être experts de tous les âges de développement. On ne les laisse pas avoir une idée préconçue sur la diversification alimentaire, on leur donne les informations.
Et je crois que les informations et les repères clairs, ça permet juste de s'y retrouver. Je vois tellement d'adultes qui sont eux-mêmes pas très au clair sur leur rapport à ces outils qui sont des outils très puissants. Je ne crois pas à la notion d'addiction aux écrans, mais je crois à la puissance de ces outils et à les difficultés d'y faire face et d'en faire un usage adéquat, voire souhaité. Des tas d'adultes n'ont pas l'usage qu'ils aimeraient avoir de certains écrans. On voit des histoires de déconnexion, de stages de déconnexion, de choses comme ça. Donc l'intérêt de l'enfant sans doute, mais on laisserait peut-être les parents désœuvrés si on ne leur donnait pas des idées sur les stades de développement. Je voudrais juste dire encore que par rapport à ces étapes de développement, il y a vraiment des enjeux majeurs dans la toute petite enfance. C'est ce que j'ai dit avant et je pense que les questions sont très différentes par la suite. Et à ce moment-là, l'évaluation par le parent de ce qu'est l'intérêt de l'enfant et de comment on y est ensemble dans une dimension relationnelle, ça c'est sans doute tout à fait possible à évaluer. Mais marteler le message de santé publique qui est que les tout petits devant les écrans, ça peut être dramatique, ça c'est encore une autre question et ça nécessite, je crois, des repères clairs. En tout cas, on l'aura compris, ne pas utiliser les écrans comme des babysitters. Je suis terrible. Hein. Merci à tous pour votre contribution aujourd'hui. On va se retrouver à 19h ici même pour parler de notre planète. À tout à l'heure.